Socrate. Tout le monde connaît son nom, mais voici l'ironie. Presque tout ce que nous savons de lui relève du mythe ou du mystère insoluble. Imaginez un homme considéré comme le plus grand penseur de l'histoire, et pourtant, il n'a jamais écrit une seule ligne de sa vie. Jamais. C'est comme si le blogueur le plus populaire au monde n'avait jamais publié un seul mot, et que nous ne le connaissions que par les commentaires de ses abonnés. Comment est-ce possible? Et pourquoi cet homme continue-t-il de fasciner nos esprits après 2500 ans? L'histoire fonctionne généralement de manière simple. Plus les documents sont nombreux, plus le personnage se dessine clairement. Avec Socrate, c'est l'inverse. C'est un véritable paradoxe historique. Prenons Cicéron. Nous pouvons reconstituer sa vie littéralement au jour le jour grâce à ses lettres. Mais Socrate, plus on l'examine de près, plus il nous échappe. Ce n'est pas simplement une biographie, c'est une enquête policière où le protagoniste ne laisse délibérément aucune trace. Il vécut durant l'âge d'or d'Athènes, une époque surnommée l'école de toute la Grèce. La cité était alors à l'apogée de sa puissance, avec ses temples de marbre et la naissance de la démocratie. Et c'est précisément cette démocratie tant vantée qui le condamna à mort. Le mot « sigu » est encore associé à son nom, le poison mortel qu'il but sur ordre du tribunal. Mais pourquoi? Pour avoir été trop sage ou pour avoir été trop agaçant pour son entourage? Considérez son apparence. À une époque où les Grecs vénéraient littéralement la perfection physique et la force athlétique, Socrate était, pour le moins, provocateur. Chauve, bedonnant, les yeux exorbités et la bouche immense, il ressemblait à un satyre, une divinité forestière égarée par hasard sur la place du marché. Mais lorsque ce phénomène prenait la parole, les plus beaux jeunes gens d'Athènes se figuaient, oubliant tout le reste. Lui-même plaisantait sur son visage, arguant que son nez aplati était préférable à son nez droit, car il ne gênait pas sa vision. C'était Socrate incarné. Il retournait la réalité contre elle-même, transformant les défauts en arguments. Mais voici le premier élément véritablement fascinant. Socrate refusait d'écrire par principe. Il pensait que les livres tuaient la mémoire et créaient l'illusion de la sagesse. Les écrits restent majestueusement muets lorsqu'on les interroge, disait-il. Pour lui, la vérité ne naissait que d'un débat animé, au moment où deux personnes se regardent dans les yeux. Il croyait qu'une pensée écrite était une pensée morte. L'ironie est que nous ne connaissons cette conviction que parce que son disciple Platon l'a consignée par écrit. Et voici le plus étrange. De son vivant, beaucoup considéraient Socrate non comme un sage, mais comme un dangereux charlatan. Le grand dramaturge Aristophane, dans sa pièce « Les Nuées », le dépeint comme un savant fou à la tête d'une « maison de la pensée ». Là, Socrate aurait enseigné aux jeunes gens comment user de discours habiles pour faire passer la vérité pour fausse et le mensonge pour vrai. Dans la pièce, il se demande sérieusement si le moustique chante avec sa gorge ou son abdomen et calcule la longueur du saut d'une puce grâce à ses pattes. Les Athéniens présents au théâtre en riaient, mais des années plus tard, ces plaisanteries se transformèrent en véritables accusations devant les tribunaux. Voici une autre manifestation de son étrangeté. Socrate pouvait rester figé au beau milieu de la rue, pendant des heures. Un jour, lors d'une campagne militaire, il se perdit dans ses pensées et demeura immobile de l'aube jusqu'au lendemain matin. Les soldats sortirent leurs couvertures pour voir quand cet homme étrange finirait par se réveiller. Qui était-il vraiment? Un génie, un farceur, un martyr ou un dangereux démagogue qui pervertissait les esprits? Nous entamons notre immersion dans la vie d'un homme qui ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. Mais c'est précisément cette ignorance qui a bouleversé le monde. Imaginez la scène, un théâtre athénien, des milliers de spectateurs, et Socrate apparaît sur scène. Non pas le sage majestueux que l'on voit habituellement dans les manuels scolaires, mais une figure ridicule dans une nacelle suspendue au plafond. Il prétend parcourir les cieux,
et étudier le destin des étoiles. C'était la grande mode du vieux siècle, avant J.C. Dans sa pièce « Les nuées », le comédien Aristophane transforme Socrate en chef d'une étrange secte où, au lieu de Zeus, on vénère une sorte de tourbillon cosmique et où l'on enseigne à ses élèves l'art de la démagogie, comment escroquer ses créanciers et même comment justifier légalement le droit de battre ses propres parents. Le public éclate de rire, tandis qu'un vieux paysan incendie l'atelier de ce charlatan. Mais derrière les rires se cache une tragédie. C'est cette caricature qui, 20 ans plus tard, allait servir de base à un véritable procès qui se terminerait par une coupe de poison. Mais c'est là que commence la véritable enquête historique. Si Aristophane se moquait simplement de Socrate, qui était-il donc réellement? Nous disposons de 2 témoins clés, et leurs récits divergent totalement. Le premier est Xénophon. Imaginez un soldat des forces spéciales, un guerrier aristocrate ayant survécu à l'enfer des guerres et des campagnes perses. Dans ses mémoires, Socrate apparaît comme un mentor respectable, voire un peu austère. Ce Socrate prodigue des conseils pratiques sur la gestion d'un foyer, le choix des amis et la manière de se rendre utile à la cité. C'est le genre de philosophe rationnel qui n'aurait guère provoqué la colère d'une ville entière. Considérons maintenant le témoignage du second témoin, Platon. Ce géant intellectuel a fait de Socrate le protagoniste de ses œuvres. Chez Platon, Socrate est un penseur paradoxal, dangereux, ironique et d'une profondeur inouïe. Il ne fournit pas de réponse toute faite. Il déstabilise le lecteur, l'obligeant à remettre en question toutes ses certitudes. Mais voici la principale étrangeté. Platon a écrit sur Socrate pendant 50 ans, et durant cette période, son héros s'est transformé au point d'être méconnaissable. Dans les premiers dialogues, Socrate est un philosophe de la rue qui ne fait que poser des questions embarrassantes et admettre franchement son ignorance. C'est un égalitariste, un homme du marché. Mais dans ses œuvres plus tardives, il se métamorphose soudain en mystique et en élitiste. Il commence à aborder la transmigration des âmes, le monde des idées éternelles, et à affirmer que la démocratie est la pire forme de gouvernement. Il n'est plus un être vivant, mais un masque à travers lequel Platon lui-même s'exprime. Le plus frappant est que Xénophon et Platon, pourtant élèves du même maître, s'ignorent obstinément dans leurs ouvrages. C'était une véritable lutte pour l'héritage, un combat pour savoir lequel de ces Socrates serait le plus authentique. Était-il le troll malfaisant des comédies, le grand-père bienveillant des mémoires de soldats, ou un grand idéaliste? Pour percer ce mystère, il nous faut creuser davantage et comprendre pourquoi un homme qui aspirait simplement à la vérité est devenu le citoyen le plus dangereux d'Athènes. Alors pourquoi un homme qui cherchait simplement la vérité est-il devenu le citoyen le plus dangereux d'Athènes? Peut-être parce que nous ignorons encore qui il était vraiment. Imaginez, nous avons non pas un, mais 2 Socrates sous une même apparence. L'un est le chercheur de vérité audacieux des premiers écrits de Platon. L'autre est le maître sévère, exposant des vérités complexes dans ses œuvres plus tardives. Les érudits débattent depuis des siècles. Où s'arrête le maître et où commence Platon? C'était un tour de force. Platon, fasciné par son propre système grandiose, mit simplement ses pensées dans la bouche de son défunt mentor. Socrate devint son avatar idéal, une voix autoritaire que nul n'aurait osé contester. Et plus le temps passait après la mort du sage aux pièces nues, plus les traits réels s'estompaient, laissant place à la légende. Mais l'intrigue est plus profonde. Prenons le célèbre dialogue Criton. S'agit-il de la voix authentique de Socrate ou d'un habile faux rédigé par ses élèves des décennies plus tard? Nous l'ignorons. Nous n'avons ni date, ni manuscrit signé de l'auteur. Il ne reste que des débats qui durent depuis 2000 ans, sans qu'on entrevoie la fin. Cela rappelle étrangement l'histoire du Christ. 4 évangiles, 4 images différentes. Si elles concordaient au moindre détail,
nous soupçonnerions leurs auteurs de collusion. Mais c'est précisément dans ces contradictions que se cache un homme vivant. Ce n'est pas sans raison que Socrate est appelé le Christ païen. Sa vie est la plus grande énigme de l'histoire de la philosophie que chacun reconstitue à sa manière. Pour percer le mystère de cet homme, il nous faut remonter à Athènes en 469 avant J.C. Imaginez une ville renaissant littéralement de ses cendres. 10 ans plus tôt à peine, le roi perse Xerxès avait réduit Athènes à un amas de ruines calcinées. Mais les Grecs non seulement résistèrent, mais lancèrent une contre-attaque dévastatrice. À ce moment précis, Athènes représentait le plus grand chantier du siècle et la création la plus réussie de l'Antiquité. En une seule journée, le général Cimon défait les Perses sur mer et sur terre, rapportant à la ville des montagnes d'or et des milliers de prisonniers. Grâce à cet argent, les légendaires longs murs sont construits, l'acropole acquiert toute sa splendeur et les places se parent de platanes ombragés. L'air embaume le sel marin, le marbre frais et une confiance inébranlable en l'avenir. Athènes devient le centre intellectuel de toute la Grèce. Les esprits les plus brillants, les artistes et les poètes affluent ici, attirés par le parfum de la liberté et la promesse de récompenses immenses. Ainsi, au milieu de cette splendeur impériale et du bruit des chantiers, dans le paisible quartier d'Alopèque, naît un garçon dans la famille du tailleur de pierre Sophroniscus et de la sage-femme Phénarète. Il est nommé Socrate. Nous connaissons la date de sa naissance avec une précision étonnante, chose rare pour l'époque, c'était la 4e année de la 77e Olympiade. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que le fils de cet artisan deviendrait plus dangereux pour Athènes que n'importe quelle armée ennemie. Tandis que la cité érige ses remparts de pierre, cet enfant grandit et finira par les abattre dans l'esprit de ses concitoyens. Mais comment cet Athénien ordinaire est-il devenu la légende vivante dont nous parlons 25 siècles plus tard? Pour le comprendre, il nous faut explorer son foyer et découvrir les enseignements de son premier mentor. Croyez-moi, ce n'est que le début de cette histoire. Si vous aviez demandé à Socrate sa date de naissance, il aurait simplement souri mystérieusement et cité l'archonte Abséfion. Voyez-vous, dans l'Athènes antique, le calendrier n'utilisait pas de chiffres. Les années portaient le nom des souverains. Imaginez le casse-tête chronologique que cela représentait. Pour connaître son âge, il fallait se rendre sur la place principale et consulter une liste de noms. Mais voici le plus intrigant. La date de naissance officielle de Socrate coïncide étrangement avec la grande fête d'Apollon. Coïncidence? Ou bien ses disciples, des siècles plus tard, ont-ils tout simplement remanié sa biographie pour faire de leur maître une légende vivante? Nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité, mais nous savons qui a façonné cet esprit brillant. Son père, Sophronisque, était tailleur de pierre. Aujourd'hui, on le qualifierait de grand sculpteur, mais à l'époque, c'était une honte. Un étrange paradoxe existait à Athènes. On pouvait vénérer une statue de Zeus tout en méprisant celui qui l'avait sculptée. Un artiste était considéré comme un simple artisan, un ouvrier dont la place était dans un atelier poussiéreux et non dans la haute société. Plutarque lui-même écrira plus tard qu'aucun jeune noble ne souhaiterait devenir Phidias en contemplant ses chefs-d'œuvre. Socrate grandit dans cette atmosphère, entouré d'une beauté façonnée par des mains sales. Mais la véritable clé de sa méthode résidait en sa mère, Phénarète. Dans un monde où une femme respectable était quasiment invisible et confinée entre 4 murs, elle exerçait une vocation qui lui ouvrait toutes les portes. Elle était sage-femme. Phénarète entrait dans les foyers, voyait la vie sans phare et connaissait tous les secrets de la cité. C'est d'elle que Socrate apprit son art le plus important. Il l'appelait maïeutique, l'art d'accoucher l'âme. Socrate disait « Je suis comme ma mère ». Seulement, elle aidait les enfants à naître, et moi, j'aide la vérité à naître dans vos esprits. Avouons-le, c'est une idée brillante.
le fils d'une sage-femme qui transmet la philosophie elle-même. Mais était-il vraiment le vagabond misérable dépeint par la culture populaire? Friedrich Nietzsche le qualifiait de populace, mais les preuves historiques suggèrent le contraire. La famille de Socrate était proche de l'élite, et son épouse, Xanthippe, portait un nom réservé aux familles nobles. De plus, Socrate servit dans les hoplites, l'infanterie lourde d'élite. Cela signifie qu'il avait les moyens de s'offrir un équipement coûteux et des esclaves pour cultiver la terre. Alors pourquoi a-t-il fini sa vie dans une telle misère que son seul témoin à son procès était sa propre pauvreté? La réponse est simple et terrifiante. Il a délibérément troqué la richesse contre la quête de la vérité, il a négligé sa ferme, cessé d'entretenir sa maison et est devenu un agitateur qui perturbait le sommeil de ses concitoyens. Il savait qu'à Athènes, dire la vérité n'était pas récompensé et menait souvent à la mort. Et tandis que sa mère donnait naissance à des enfants, Socrate préparait Athènes à un processus bien plus douloureux, la naissance d'une pensée nouvelle qui allait changer le monde à jamais. Mais qu'est-ce qui a poussé ce citoyen prospère à tout abandonner et à se rendre pieds nus sur la place publique? Pour comprendre cette descente aux enfers, il nous faut assister à sa première rencontre avec ceux qu'on appelait les marchands de sagesse. Croyez-moi, ce duel restera gravé dans les mémoires pendant des millénaires. Imaginez un homme qui vit dans l'une des plus belles villes du monde, mais qui se sent comme un étranger perdu dans la forêt. Lorsque Socrate se retrouve pour la première fois, depuis longtemps, hors des murs de la ville, il se comporte comme un touriste enthousiaste. Il admire l'ombre des platanes, la fraîcheur du printemps, et même l'herbe douce sur laquelle il est allongé si confortablement. Son compagnon Phèdre est complètement déconcerté. « On dirait que tu as été amené ici sous escorte depuis un autre pays. » Ce à quoi Socrate répond par sa célèbre phrase qui deviendra son manifeste. « Pardonne-moi, mon ami, car je suis curieux, et le paysage et les arbres n'ont rien à m'apprendre, contrairement aux gens de la ville. » Ce fut le premier véritable électrochoc. Socrate incarne l'essence même des places athéniennes. Il n'est ni paysan ni reclus, il est le premier philosophe véritablement urbain de l'histoire. Mais comment le devint-il? On a l'habitude de le voir comme un vieil homme chauve au sourire ironique, mais lui aussi fut un jour un jeune homme de 20 ans, cherchant sa voie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Son père, Sophronisque, était un homme aisé, et Socrate bénéficia ainsi d'une éducation athénienne de grande qualité. Imaginez le jeune Socrate dans la palestre, couvert de poussière après un combat, et 1 heure plus tard, il accorde sa lyre et mémorise des milliers de vers d'Homère. Mais il existait dans sa vie une école plus profonde encore que la salle de classe, le théâtre. À cette époque, ce n'était pas qu'un simple passe-temps, mais un puissant outil de formation de la personnalité. 1 fois par an, pendant 4 jours, la ville entière s'arrêtait de vivre. Socrate, assis au milieu d'une foule de milliers de citoyens, s'imprégnait des chefs-d'œuvre de Sophocle et d'Échille. C'est là, en plein air, qu'il fut confronté pour la première fois à des questions qui le glaçaient, d'effroi, la culpabilité et le châtiment, le conflit entre la loi et la conscience. Mais une autre tentation se présentait, la science. Le nom d'Anaxagore résonnait alors à Athènes. Ce penseur audacieux affirmait des choses choquantes, par exemple que le soleil n'était pas le dieu Hélios sur un char d'or, mais simplement un bloc de pierre incandescent. Le jeune Socrate devint littéralement obsédé par la physique. Il voulait tout savoir. Pourquoi entendons-nous? Pensons-nous avec notre cerveau, avec l'air, ou même avec le feu? Pourquoi tout dans ce monde naît et meurt-il? Et c'est là que survint le tournant décisif. Socrate réalisa que les grands savants de son temps étaient prisonniers de leur propre théorie. L'un affirmait que la Terre était faite d'eau, un autre qu'elle était un tourbillon d'atomes, et un troisième que le mouvement n'existait pas. Socrate sentait que ce savoir était une impasse. Il expliquait le fonctionnement de la matière, mais restait muet sur le sens de la vie.
Il admit lui-même plus tard « J'étais tellement absorbé par ces études que j'en suis devenu aveugle et que j'ai perdu jusqu'à la sagesse élémentaire que je possédais. » Alors qu'il était sur le point de renoncer à la vérité elle-même, les grands noms de la pensée contemporaine, Parménide et Zénon, arrivèrent à Athènes. Ces hôtes énigmatiques, venus d'Occident et d'Italie, le bouleversèrent littéralement par leurs idées. Ils ne parlaient ni de pierre ni d'étoiles, ils évoquaient l'être pur et les lois de la logique. La rencontre entre le jeune Socrate et le grand Parménide fut comparable à la collision de deux plaques tectoniques. C'est au cours de ce duel intellectuel que Socrate comprit. Pour changer le monde, il n'est pas nécessaire d'étudier les étoiles, mais ceux qui les contemplent. Il décida d'abandonner la physique pour la tâche la plus dangereuse et ingrate qui soit, sonder les âmes humaines. Mais la cité était-elle prête à entendre ces questions? Vous découvrirez comment ce choix transforma un Athénien brillant en l'homme le plus dangereux de la cité. Imaginez un monde où rien ne bouge. Absolument rien. Vous faites un pas, mais vous restez immobile. Cela ressemble aux divagations d'un fou? Pourtant, c'est précisément ce que le grand Parménide s'efforçait d'inculquer au jeune Socrate. Il affirmait « Nos sens sont d'impudents menteurs ». La vue, l'ouïe, le toucher, tous ne sont que des ornements dissimulant la véritable réalité, immobile. Vous pourriez dire « Mais je vois bien un oiseau voler ». Les Grecs anciens le pensaient aussi, jusqu'à l'arrivée de Zénon, disciple de Parménide. Il créa des pièges logiques qui donnent encore du fil à retordre aux professeurs de philosophie. Prenons, par exemple, sa célèbre course entre Achille et la tortue. Le héros grec le plus rapide ne put jamais rattraper le lent reptile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'Achille parcourait la distance jusqu'à l'endroit où se trouvait la tortue, celle-ci parvenait à avancer un peu plus, et ainsi de suite à l'infini. L'espace est infiniment divisible, ce qui signifie qu'il n'y avait tout simplement pas de ligne d'arrivée. C'était une véritable faille dans la pensée antique. Mais c'est là que réside le véritable enjeu. Si nos yeux nous trompent et que la logique nous égare, à quoi pouvons-nous nous fier? C'est à ce moment précis que Socrate comprit. Il est vain de tenter de deviner la composition des étoiles si nous ne comprenons pas qui nous sommes. Il opéra alors le tournant le plus audacieux de l'histoire de la pensée, passant de la physique à l'humanité. À cette époque, Athènes était en pleine effervescence. Les rues grouillaient de sophistes, véritables stars intellectuelles et mentors qui pratiquaient des prix exorbitants pour leurs leçons. Leur chef, Protagoras, forgea un slogan qui changea tout. « L'homme est la mesure de toute chose ». Cela paraît beau, n'est-ce pas? Mais ce slogan avait un revers. Si chacun est sa propre mesure, alors il n'existe pas de vérité universelle. Il n'y a ni bien ni mal, seulement ce qui est profitable ici et maintenant. Les sophistes apprenaient à la jeunesse à remporter les débats à tout prix, transformant les mensonges en vérité par de belles paroles. Socrate, face à ce chaos, comprit. La cité fonçait droit dans le mur. Les valeurs traditionnelles s'effondraient sous le poids des préceptes mercenaires de la sagesse et les anciens dieux n'offraient plus de réponse. Socrate s'empara de la méthode des sophistes, leur art de poser des questions, et la retourna contre eux comme une arme redoutable. Il ne demandait ni argent ni conférence. Il abordait simplement un passant sur la place publique et lui demandait « Qu'est-ce que la justice ?» Et en 5 minutes, le brillant orateur passait pour un parfait imbécile. C'était un jeu dangereux. Socrate devint un trouble-fête pour Athènes, s'attaquant avec virulence à l'opinion publique, aveuglée par ses certitudes. Tandis que les sophistes colportèrent des réponses rassurantes, Socrate forçait les gens à remettre en question les principes les plus fondamentaux. Il cessa d'étudier le mouvement des planètes pour se consacrer à celui de la conscience. Mais Athènes, épuisée par la guerre et les épidémies, cherchait un bouc émissaire. Et cet homme étrange, qui enseignait à la jeunesse à penser par elle-même et à tout remettre en question, était parfaitement adapté au rôle d'ennemi de l'État.
Vous allez maintenant découvrir comment la quête de la vérité s'est muée en condamnation à mort. Imaginez Athènes à cette époque, un véritable marché des idées où la sagesse était un luxe onéreux. Les sophistes étaient les vedettes du moment, riches, élégants, vêtus de manteaux somptueux, ils vendaient les recettes du succès à prix d'or. Et puis Socrate entre en scène. Toujours pieds nus, portant les mêmes vêtements usés, il refusait de faire payer ses élèves. Tandis que les sophistes visitaient les villas privées des aristocrates, Socrate abordait les passants devant les boucheries et dans les ateliers d'artisans. Aux yeux de la foule, ils se ressemblaient tous, une bande d'intellectuels absconses. Mais c'est précisément cette confusion qui allait finalement causer la perte de Socrate. Jetons un coup d'œil à ce repère de requins intellectuels. Le principal rival de Socrate était Protagoras. Sa devise était frappante. L'homme est la mesure de toute chose. En termes modernes, la vérité absolue n'existe pas, chacun a la sienne. Une anecdote stupéfiante raconte que, lorsque Protagoras arriva à Athènes, la maison où il logeait était si bondée d'admirateurs que le gardien, furieux, claqua la porte au nez de Socrate en criant « Encore ces sophistes, le maître n'a pas de temps à perdre !» Lorsque Socrate parvint enfin à entrer, il découvrit un véritable spectacle. Protagoras arpentait majestueusement la colonnade, tandis qu'une foule d'étudiants tournoyait derrière lui, craignant de manquer un seul mot du maître. C'était un véritable culte de la personnalité, mais il y avait des personnages encore plus extravagants. Gorgias, par exemple, avait fait de la parole une arme de destruction massive. Il affirmait sans ambages que la vérité importait peu, seul comptait le pouvoir de persuasion. Socrate le qualifiait de cuisinier de l'âme. Un orateur n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit d'utile, il lui suffit de séduire son auditoire pour qu'il le suive docilement. Et puis il y avait Hippias, l'incarnation même de l'ego démesuré. Cet homme se présenta aux Jeux olympiques vêtu de vêtements qu'il avait cousus lui-même, avec des bagues qu'il avait taillées lui-même, et se vantait de tout savoir, du mouvement des astres au tissage des ceintures de chiton. Socrate lui posa simplement quelques questions naïves, et toute cette sagesse universelle s'effondra sous les yeux ébahis du public. Bien sûr, tous les sophistes n'étaient pas des charlatans. Il y avait Prodicos, que Socrate appelait même son maître. Linguiste fastidieux, obsédé par la précision des mots, Prodicos était l'auteur de la célèbre parabole d'Héraclès au carrefour. Mais les sophistes comme lui étaient l'exception. Le véritable danger venait d'individus tels qu'Antiphon. Marionnettiste politique et idéologue de l'oligarchie, il méprisait Socrate pour sa pauvreté. Il affirmait sans ambages « Si votre philosophie ne vous enrichit pas, c'est que vous apprenez aux gens à être malheureux. » Antiphon finit par être exécuté pour tentative de coup d'État, mais ses idées pernicieuses avaient déjà retourné la ville contre le sage aux pieds nus. Et enfin, Thrasymachs. Tandis que d'autres sophistes étaient des manipulateurs insaisissables, celui-ci était un prédateur féroce. Lors d'un débat sur la justice, il se jeta littéralement sur Socrate comme une bête sauvage, prête à le réduire en miettes. Sa position était d'un cynisme effrayant. La justice, c'est simplement ce qui profite aux forts. En somme, il était le Nietzsche de l'Antiquité, mais sans le lyrisme superflu. Voyez-vous la tragédie? Socrate vivait parmi ces gens, se disputant avec eux jusqu'à en perdre la voix. Mais les Athéniens ordinaires ne voyaient aucune différence. À leurs yeux, il était simplement le plus agaçant et le plus excentrique de tous. Et lorsque la cité, épuisée par la guerre, se mit en quête d'un bouc émissaire, Socrate se révéla la cible idéale. Il ressemblait trop à ceux que tous détestaient et était trop dangereux pour ceux qui avaient l'habitude de colporter des mensonges. Vous allez maintenant comprendre comment cette bataille intellectuelle s'est muée en une véritable condamnation à mort. Dis-moi, Socrate, as-tu une nourrice? Qu'elle pense à te moucher. Imaginez, c'est ainsi que les sophistes insolents défiaient le grand sage en face. Mais Socrate ne se battait pas. Il souriait simplement. Dans chaque joute intellectuelle, il ridiculisait son adversaire.
et ce, avec grâce. Pourquoi gagnait-il toujours? Le secret est simple, il forçait ses adversaires à jouer sur leur propre terrain. Les sophistes étaient habitués aux longs discours pompeux, mais Socrate les prenait à partie avec des questions courtes et embarrassantes. Ils devenaient nerveux, confus, et finalement, ils passaient pour de parfaits imbéciles. Mais ce triomphe était-il juste? N'oublions pas que l'histoire est écrite par les élèves. Platon idolâtrait son maître et ne pouvait tout simplement pas lui permettre de perdre dans les pages de ses livres. Mais qui a réellement soutenu Socrate jusqu'à la fin? « Ah, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. » Cette expression n'est pas nouvelle, elle était déjà connue dans l'Athènes antique, et le cercle de Socrate est le plus diversifié de toute l'histoire de la philosophie. En tête de liste, Criton, homme riche, son égal, et ami fidèle comme un chien. Il ne comprenait même pas la moitié des idées obscures de Socrate, mais il était son trésorier et son protecteur. Savez-vous ce qu'il fit lorsque le philosophe fut jeté en prison? Criton organisa une véritable évasion. Il corrompit les gardes, trouva l'argent et les supplia. « Fuyez, j'ai tout arrangé. » Mais ce fut la stupeur. Socrate refusa catégoriquement. Il préférait la mort à la transgression de la loi. Même à l'article de la mort, alors que le poison commençait déjà à faire effet, Socrate, préoccupé par ses dettes, demanda à Criton de donner le coq au dieu Asclépios. Criton pleura, mais il le promit. Ce fut l'amitié entre un pragmatique et un idéaliste qui s'acheva en tragédie. Mais Chéréphon, c'était une toute autre histoire. Maigre, pâle et perpétuellement agité, il était surnommé « vampire » dans les comédies de l'époque. C'est ce fanatique qui commit l'acte qui changea la vie de Socrate. Il se rendit auprès du célèbre oracle de Delphes et demanda sans ambages « Existe-t-il quelqu'un de plus sage que Socrate ?» La réponse de la prêtresse « Personne n'est plus sage » devint à la fois la plus grande reconnaissance du philosophe et sa condamnation à mort. Après cela, Socrate entreprit de mettre à l'épreuve la sagesse des politiciens et des poètes, se faisant ainsi de nombreux ennemis. Mais Socrate ne se contentait pas de s'en prendre à l'élite, il vénérait la jeunesse, le beau Phèdre, en quête du grand amour, et le simple cordonnier Simon. Et maintenant, tenez-vous bien, une véritable enquête historique est sur le point de commencer. Longtemps considéré comme un personnage fictif, Simon a pourtant été découvert par des archéologues modernes, sa maison se trouvant juste à côté de la place athénienne. Parmi les morceaux de cuir, ils ont trouvé une coupe brisée sur laquelle était gravé le nom de Simon. Imaginez un peu. Nous pouvons littéralement toucher les objets que Socrate lui-même touchait lorsqu'il s'arrêtait à son atelier pour une collation et une conversation sur l'éternité. Et enfin, Théétète, un jeune génie, sosie presque parfait de Socrate, même nez retroussé et même yeux globuleux. Socrate comparait la communication avec lui à un accompagnement à la naissance. Il n'imposait pas le savoir, mais aidait plutôt les autres à faire émerger leurs pensées. Le drame, c'est que tous ces gens, des riches mécènes aux humbles artisans, furent incapables de le protéger. La ville cherchait déjà un bouc émissaire pour ses malheurs. Socrate était trop en vue, trop étrange, trop libre. Vous allez maintenant voir comment l'amour des amis s'est mué en une émotion impuissante, tandis que leur maître portait la coupe de ciguë à ses lèvres. Socrate ne se contentait pas d'enseigner, il contribuait à faire naître la vérité. Mais à quoi ressemblaient ces enfants? Regardez ce cercle, on y trouve de futurs saints et de véritables monstres. Prenons Théétète, un enfant prodige, dont l'âme était aussi sensible que son esprit. À 20 ans à peine, il réinventait déjà les lois de la géométrie, devenant l'un des plus grands mathématiciens de son temps. Un avenir brillant semblait s'offrir à lui, mais le destin en avait décidé autrement. Une blessure reçue lors de la guerre de Sparte, la dysenterie dans le camp, et son génie s'éteignit avant même d'avoir 25 ans. À Athènes, on murmurait « Celui que les dieux aiment
meurt jeune. La mort de Théétète fut la première fissure dans le monde de Socrate, mais loin d'être la dernière. Étonnamment, Socrate trouvait toujours un terrain d'entente avec tout le monde. Imaginez un philosophe pieds nus, déjà âgé d'une cinquantaine d'années, entouré de généraux renommés et de nobles aristocrates. Tandis que des guerriers comme Lachès et Nicias débattaient de stratégie, Socrate abordait l'essentiel. Qu'est-ce que le courage? Il démontra aux héros de guerre que leur bravoure n'était rien sans raison. Et savez-vous quel en fut le résultat? Ces hommes austères, habitués à commander des armées, rêvaient de s'asseoir eux-mêmes au pupitre de leur fils, juste pour entendre à nouveau la voix de cet homme étrange. Parmi ses connaissances figurait l'homme idéal, Ishomak, un homme riche, un athlète et un gestionnaire exemplaire. En sa compagnie, Socrate s'apaisa pour la première fois. De critique acerbe, il se mua en étudiant avide de savoir. Ils discutèrent leur économie, non pas au sens moderne du terme, mais de l'art de gérer un foyer, une épouse et surtout les relations humaines. Socrate admirait Ishomak, le qualifiant de beau et bon, le plus grand éloge qu'un Grec puisse recevoir. Mais voici le paradoxe. Comment un seul mentor pouvait-il engendrer deux personnalités si différentes? Prenons l'exemple d'Antisthène. Fils d'un riche, il avait consciemment choisi la pauvreté. Il portait un manteau en lambeaux, exhibant ses haillons, jusqu'à ce que Socrate le raille en public. À travers ces trous, je vois ta vanité, Antisthène. À l'opposé, Aristippe, amateur de vin, de femmes et de luxe, fut le premier élève à faire payer ses leçons, considérant le plaisir comme le but premier de la vie. Ils pouvaient se détester, se disputer jusqu'à s'en casser la voix, mais tous deux idolâtraient leur maître. Socrate exerçait sur eux une véritable fascination, attirant aussi bien les saints que les pécheurs. Cependant, cette histoire recèle une face sombre. Critias, le compagnon de voyage le plus brillant et le plus dangereux de Socrate, était un aristocrate, un intellectuel et un futur tyran sanguinaire. Il s'appropria l'esprit vif et l'éloquence de Socrate, mais les utilisa pour plonger Athènes dans le sang. Chrysia croyait que les dieux étaient une création de politiciens rusés destinés à maintenir le peuple sous contrôle. Ce furent précisément ces élèves qui, plus tard, causeraient la perte de Socrate. La cité ne pardonna jamais au maître les péchés de ceux qui l'avaient formé. Et enfin, le beau et jeune Charmide. Il vint trouver Socrate, se plaignant d'un mal de tête, et reçut une leçon qui allait bouleverser sa vie. On ne peut soigner la tête sans soigner le corps, ni le corps sans soigner l'âme, lui dit le sage. Socrate sondait les cœurs, bouleversait les pensées, exigeant l'impossible, l'honnêteté envers soi-même. Et tandis que certains y voyaient le salut, d'autres préparaient déjà le poison. Vous comprendrez alors pourquoi cette liberté intellectuelle devint plus dangereuse pour Athènes que n'importe quelle guerre. Socrate ne se contentait pas d'enseigner, il influençait les esprits. Et son principal laboratoire était constitué des personnes qui allaient plus tard changer le cours de l'histoire. Prenons le mot sophrosine. Aujourd'hui, nous le traduirions par maîtrise de soi ou modération, mais pour les Grecs anciens, c'était un véritable pouvoir, l'art de la maîtrise de soi. Socrate s'efforça de l'inculquer au beau et jeune Charmide. Ironie du sort, ce jeune homme, ainsi transformé, deviendrait plus tard un tyran sanguinaire. La sagesse de Socrate, en fin de compte, était une arme à double tranchant. Mais le projet le plus brillant et le plus dangereux du philosophe fut Alcibiade. Imaginez une star du rock du monde antique. Il était d'une richesse indécente, d'une beauté divine et apparenté à Périclès en personne. Athènes était folle de lui. On le surnommait le lionceau, charmant dans son enfance, mais qui, une fois adulte, dévorerait la cité entière. Et Alcibiade grandit exactement ainsi. Cet homme était un véritable scandale ambulant. Il avait frappé un professeur parce qu'il n'avait pas de livre d'Homère,
ou voler la moitié de la vaisselle en or d'un riche voisin en pleine nuit, juste pour s'amuser. C'était un caméléon. À Sparte, un athlète austère, buvant de la soupe noire. En Perse, un prince choyé en soie. Même ses ennemis succombaient à son charme. Mais il y avait un homme qui ne le flattait pas. Pourquoi ce jeune homme prometteur, qui avait Athènes à ses pieds, s'est-il lancé à la poursuite du vieux Socrate, laid et pieds nus? Parce que Socrate était le seul à avoir percé son secret. Le philosophe le poursuivait dans les rues comme un esclave en fuite, cherchant à sauver son âme d'une gloire éphémère. Alcibiade pleurait, jurait de se racheter, et 1 heure plus tard, il retournait à la boisson ou se lançait dans une nouvelle aventure politique. Leur relation est légendaire, oscillant entre amour et rivalité intellectuelle. À l'époque, l'amitié et le mentorat entre hommes étaient monnaie courante en Grèce, mais ici, cette relation était plus profonde. Alcibiade voyait en Socrate non seulement un maître, mais aussi un miroir qui lui révélait son insignifiance, malgré toute sa brillance. Socrate a brisé son ego, et cela a fasciné Alcibiade plus intensément que toute affection de ses admirateurs. Le comble de cette folie est décrit dans le célèbre « Festin » de Platon. Imaginez la scène, un groupe d'intellectuels se livre à de profondes conversations sur l'amour. Silence, vin léger, philosophie sublime. Et soudain, un fracas à la porte. Alcibiade entre en titubant, ivre-mort, coiffé d'une magnifique couronne de violettes et de rubans, appuyé sur un flûtiste. Il fait irruption dans ce temple de la pensée et s'écrie « Alors, on boit ou je m'en vais ?» Ce n'était pas qu'une simple beuverie, c'était le choc de 2 mondes, la raison pure et la passion débridée. La tragédie, c'est qu'Alcibiade s'est approprié le trait le plus dangereux de Socrate, la conviction que les plus savants et les plus compétents devaient gouverner le monde. Mais il a complètement oublié cette sophrosine même, la capacité d'arrêter le temps. Finalement, son ambition l'a consumé et a failli détruire Athènes. Et lorsque Socrate se verra offrir la coupe empoisonnée, aux yeux des juges, il sera coupable non d'impiété, mais d'avoir réveillé ce lion qui a failli anéantir sa cité. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'honnêteté envers soi-même était plus dangereuse pour Athènes que n'importe quelle guerre? Le pire, c'est d'apprendre à quelqu'un à être libre, mais d'oublier de lui apprendre à être humain. Imaginez, c'est une soirée paisible. L'élite intellectuelle d'Athènes discute de sujets importants. Soudain, un rugissement déchire le silence. Alcibiade fait irruption dans la pièce. Il est ivre, il fait du bruit, il réclame du vin. Le lion dont nous parlions fait irruption dans le cercle paisible des philosophes. Mais dès que son regard se pose sur Socrate, toute l'arrogance de ce chouchou de la fortune s'envole. « Oh, Hercule, te revoilà !» s'exclame-t-il. « M'as-tu encore tendu un piège ?» Voici le début d'un des récits les plus révélateurs de la littérature mondiale. Alcibiade, ivre de vin, décide de dévoiler une vérité habituellement tenue secrète. C'est l'histoire de la façon dont l'homme le plus beau et le plus désirable d'Athènes tenta de séduire l'homme le plus laid de la ville. Alcibiade était persuadé que sa beauté était la clé qui ouvrirait toutes les portes. Il pensait « Je donnerai mon corps à Socrate et en échange, je recevrai sa sagesse. » Un échange avantageux, n'est-ce pas? Il invita le philosophe à dîner, resta seul avec lui, l'invita même à s'entraîner au gymnase, espérant une rencontre fortuite. Et puis un jour, il se lança. La nuit était déjà bien avancée, les domestiques s'étaient sortis, la lampe s'était éteinte. Alcibiade murmura à Socrate « Tu es le seul digne de moi, aide-moi à m'améliorer, je suis prêt à tout. » Il se glissa sous le manteau usé du vieil homme, l'enlaça et resta figé d'appréhension. Et savez-vous ce qui arriva? Rien. Socrate passa la nuit avec lui, comme s'il était son propre père ou son frère. L'homme le plus influent et le plus beau de la ville fut rejeté par le sage aux pieds nus. Alcibiade fut anéanti. Son apparence, qui faisait trembler des milliers de personnes, ne signifiait absolument rien pour Socrate. Mais pourquoi? Pour le comprendre, il faut sonder Socrate.
Alcibiade le compare aux silènes, ces boîtes antiques en forme de satyres disgracieux et ventrus. De l'extérieur, ils arborent un nez retroussé, des yeux exorbités et des lèvres épaisses, de véritables épouvantails. Mais si l'on ouvre une telle boîte, on y découvre des statues dorées des dieux. Socrate était exactement comme cela. Son apparence n'était qu'un masque ironique, une tromperie pour les sots. Vous savez, le célèbre physiognomoniste Zopyrus vint un jour à Athènes. Il prétendait pouvoir discerner le caractère d'une personne à partir de son visage. Jetant un seul regard à Socrate, il prononça son verdict. Cet homme est stupide, lubrique et plein de vices. Les amis de Socrate rirent, car ils le connaissaient comme un saint. Mais Socrate lui-même interrompit leur rire. Il dit « Zopyrus a raison, je suis né avec tous ces vils défauts, mais je les ai vaincus par la force de mon esprit. Réfléchissez-y. Socrate n'était pas bon par nature. Il était le fruit de sa propre volonté. Il s'est littéralement forgé lui-même à partir d'un morceau de fer brut et vicieux. Cet homme était d'une autonomie totale. Il pouvait rester immobile une journée entière, perdu dans ses pensées, tandis que les guerriers autour de lui murmuraient s'il avait perdu la raison. Il marchait pieds nus sur la glace, alors que les autres s'enveloppaient de fourrure, et se laver était considéré comme son plus bel effet. Mais il existait une forteresse que même Socrate ne pouvait prendre d'assaut, sa femme, Xanthippe. Son caractère colérique était légendaire à Athènes. Un jour, après une longue dispute, elle lui versa un seau d'eau sale sur la tête. Socrate se contenta de l'essuyer et remarqua calmement « C'est toujours comme ça avec Xanthippe, d'abord le tonnerre, puis la pluie. » Quand ses amis lui demandèrent pourquoi il la supportait ainsi, il répondit « Si j'apprends à m'entendre avec elle, je serai à l'aise avec n'importe qui au monde. » Pour lui, même un scandale familial était un exercice spirituel. C'était là le plus grand danger de Socrate. Il enseigna à Alcibiade la liberté. Liberté face au regard d'autrui, aux passions, à l'esclavage du confort. Mais il oublia de lui apprendre à être humain au sens le plus simple et le plus terrestre du terme. Il éleva un lion conscient de sa propre force, mais ignorant des lois qui le régissaient. Et lorsque ce lion faillit détruire sa ville natale, Athènes se souvint de celui qui l'avait élevé. L'honnêteté envers soi-même est un grand don, mais entre les mains de ceux qui ne savent s'arrêter, elle devient une arme redoutable. Socrate a formé un lion, Alcibiade, qui reconnaissait son pouvoir mais refusait toute loi. Si le grand sage ne parvenait pas à maîtriser son propre élève, que se passait-il donc chez lui ? Penchons-nous sur la vie privée de cet homme qui a changé le monde, mais qui semble avoir été un piètre mari et un piètre père. Imaginez un mariage athénien typique. Elle avait à peine 15 ans. Elle vivait recluse, interdite de trop regarder, de trop écouter et surtout de trop parler. Lui, il avait plus de 40 ans. Il avait derrière lui des guerres, des disputes et une riche expérience de la vie. Dans le cas de Socrate et de sa femme, Xanthippe, le fossé était encore plus grand, 30 ans d'écart. Elle était jeune, probablement belle, issue d'une riche famille de musiciens. Lui, il était âgé, peu attirant et franchement terriblement pauvre. Xanthippe se maria en espérant attention et amour, mais elle se heurta à une indifférence totale. Les sources font écho aux cris silencieux de toute femme dans un tel mariage. Il a gâché ma vie. Pourtant, elle eut des enfants régulièrement, 3 fils. L'aîné fut prénommé Lamproclès, d'après son grand-père maternel, ce qui était inhabituel à Athènes. Habituellement, le premier-né portait le nom du grand-père paternel. Pourquoi Socrate céda-t-il ? Peut-être Xanthippe avait-elle insisté, et il lui était tout simplement indifférent ? Ou était-ce une compensation morale pour l'avoir accueilli dans une maison vide? Le moment le plus difficile arrive le jour de l'exécution. Xanthippe arrive à la prison avec un bébé dans les bras. Elle sanglote, se frappe la poitrine et s'écrie « Socrate, c'est la dernière fois que tu verras tes amis ?» Et que fait le grand humaniste? Il dit froidement à son ami « Criton, laisse quelqu'un la ramener chez elle. » Pas un mot de réconfort.
pas un dernier regard. Il se contente de se masser les jambes engourdies et se lance dans une nouvelle conversation philosophique. Sa véritable famille n'était pas sa femme et ses enfants, mais ses étudiants. Dans son chagrin, Xanthippe se montre plus noble que son mari. Elle ne pleure pas pour elle-même, mais pour le fait qu'il ne pourrait plus jamais philosopher. Mais pourquoi les gens suivaient-ils cet étrange vieil homme aux pieds nus? Ils le traitaient de sorcier. L'aristocrate Ménon se plaignait que Socrate était comme une raie. Une seule conversation avec lui vous engourdit l'esprit et vous paralyse la langue. Alcibiade, ce même lion, avouait fuir Socrate, se bouchant les oreilles comme pour échapper au chant des sirènes, car c'est seulement en présence de ce vieillard que le brillant commandant éprouvait une honte insupportable de son existence vide. Le secret de cette magie résidait dans la méthode. Socrate abhorrait les discours longs et pompeux. Lorsque le célèbre sophiste Protagoras se mettait à pontifier comme s'il s'adressait à une foule immense, Socrate adoptait le ton du grand-père distrait. « Oh, ma mémoire me fait défaut, soyez bref, sinon je perds le fil. » C'était de la pure provocation. Il obligeait les grands orateurs à jouer selon ses propres règles, transformant leur monologue en une série de questions courtes et impitoyables. D'où cela venait-il? Du théâtre. Athènes était obsédée par le drame. Socrate n'a fait que transposer un procédé théâtral, les querelles des acteurs, dans les rues de la ville. Il a transformé la quête de la vérité en un thriller. Mais dans ce jeu intellectuel, il a oublié une chose simple. L'honnêteté envers soi-même est un grand don, mais si l'on est incapable de s'arrêter à temps et de simplement consoler sa femme en pleurs, la sagesse devient une arme froide et mortelle. Socrate a appris au monde à penser, mais il n'a jamais appris à ses enfants à être plus que de simples fils de ce type. Ils ont grandi dans la médiocrité, laissés dans l'ombre du lion que leur père n'a jamais dompté. Mais pourquoi ce lion est-il resté indompté? Pour le comprendre, il faut se pencher sur les coulisses du plus grand spectacle intellectuel de l'histoire. Socrate a transformé la quête de la vérité en un véritable thriller dont il était à la fois le protagoniste, le metteur en scène et le provocateur le plus dangereux. Imaginez, un banquet bruyant, le vin coulant à flots, les plus grands esprits d'Athènes débattant d'amour. Surgit alors Alcibiade, beau et ivre, qui compare Socrate à un satyre, le compagnon sauvage et hirsute de Dionysos. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Tout le banquet de Platon est imprégné du thème de la tromperie théâtrale. Socrate n'est pas un simple invité, il est un juge invisible qui remet les dramaturges professionnels à leur place. Il déclare qu'un véritable génie doit maîtriser aussi bien la tragédie que la comédie. L'ironie est que Socrate lui-même incarnait le drame satirique, cet étrange genre où les héros mythiques se comportent comme des bouffons. Il était trop sérieux pour la comédie et trop drôle pour la tragédie. Mais d'où lui venait cette étrange passion pour les formules courtes et cinglantes? La réponse pourrait vous surprendre. Le plus grand philosophe athénien était un admirateur de Sparte. Tandis qu'Athènes se prélassait dans le luxe perse, Socrate embrassait un laconisme austère. Savez-vous comment les Spartiates narguaient leurs ennemis? Lorsque des ambassadeurs de l'île de Samos présentèrent un long discours plaintif demandant de l'aide, les autorités spartiates répondirent « Nous avons oublié le début de votre discours, nous n'avons donc pas compris la fin. » Socrate adorait cette tactique. Il feignait souvent la simplicité et une mauvaise mémoire pour forcer ses adversaires à parler brièvement, les coupant littéralement au passage. Il portait un manteau troué et marchait pieds nus, non par pauvreté, mais pour démontrer que son esprit n'avait besoin d'aucun artifice. C'était un mode de vie assumé, un défi lancé à l'ensemble de l'establishment athénien. Écoutez attentivement comment il prenait les gens dans ses filets intellectuels. Il pouvait vous arrêter dans une ruelle étroite, vous barrer le passage avec son bâton
et vous demandez « Où puis-je acheter de la farine ?» Vous répondiez. Et là, un coup de poing dans l'estomac. Où peut-on devenir beau et bon? Et voilà, vous étiez piégé pour des années, comme Xénophon. Sa méthode était comme la décharge d'une raie, un seul contact, et votre esprit était paralysé. Socrate pouvait prendre un esclave illettré et, par de simples questions, le contraindre à démontrer le théorème géométrique le plus complexe. Pourquoi? Pour prouver que la connaissance n'est pas quelque chose que les professeurs vous inculquent, mais quelque chose que votre âme a déjà perçu dans des vies antérieures et simplement oublié. Mais c'est là que réside le mystère et la tragédie de cet homme. Ce que nous appelons le sourire ironique de Socrate n'était en réalité qu'un masque. En grec ancien, le mot « eironeia » ne signifiait pas plaisanterie subtile, mais feinte. Socrate était un maître dans l'art de la feinte. Il arborait le masque de l'ignorance pour exposer la folie d'autrui. Il poussait son interlocuteur à bout, le forçait à admettre l'insignifiance de ses convictions, puis s'en allait tout simplement, prétextant des affaires urgentes. « Je ne connais pas la réponse moi-même », lançait-il par-dessus son épaule, laissant son interlocuteur face aux ruines de son propre orgueil. Il n'a pas simplement appris aux gens à penser, il a brisé leurs illusions rassurantes sans rien donner en retour. Et lorsque l'influent homme politique Anytus l'a averti avec colère qu'à Athènes, il était dangereux de nuire à autrui sous couvert de recherche de la vérité, Socrate s'est contenté de sourire de façon énigmatique. Il savait que cette quête intellectuelle s'achèverait par sa propre exécution. Mais jusqu'à son dernier souffle, il a préféré demeurer ce lion dangereux et indompté, incapable de simplement embrasser sa femme, car trop occupé à bouleverser les âmes de toute une cité. Sa sagesse était une lumière, mais cette lumière était froide comme une lame. Socrate se présenta devant les juges, et la foule s'attendait à ce qu'il implore leur clémence. Mais il fit quelque chose qui stupéfia Athènes. Pour comprendre pourquoi cet homme choisit délibérément la mort, il nous faut saisir son arme principale, l'ironie. Mais oublions le sens moderne du mot. Pour les Grecs, l'eironeia était bien plus dangereuse et subtile. Aristote décrivait cela dans ses écrits comme une vantardise inversée. Imaginez être entouré de gens qui s'efforcent de paraître plus riches, plus intelligents et plus importants qu'ils ne le sont réellement. Ce sont des vantards typiques. Mais Socrate choisit l'approche inverse. Il jouait le pauvre avec brio. Il revêtait un manteau miteux et marchait pieds nus, non pas par manque de moyens, mais pour montrer « je me fiche de votre apparence ». C'était un défi lancé à toute la société de consommation de l'époque. C'était de la pure provocation intellectuelle. Les principales victimes de Socrate étaient les sophistes, ces gitans de l'information de l'Antiquité, une sorte de Grec ancien. Ces gens vendèrent leur savoir à prix d'or et adoraient se mettre en avant. L'un d'eux, Hippias, clamait littéralement à qui voulait l'entendre ses gains et se vantait d'être le meilleur en tout, de la philosophie au tressage de sandales. Et que faisait Socrate? Il ne s'engageait pas dans une discussion directe. Il adoptait le ton du simplet naïf. Avec le plus grand sérieux, il disait « Ô grand et sage Hippias, quelle chance j'ai de vous rencontrer. Je ne sais absolument rien. Ma mémoire est faible et mon esprit limité. Éclairez-moi, je vous en prie. » Et après 10 minutes de ce genre d'interrogation, le grand sage Hippias bafouillait déjà, passant pour un imbécile devant la foule. Socrate les attirait dans un piège logique, feignant la faiblesse pour mieux leur porter un coup fatal. Et voilà cet homme devant un tribunal. 500 jurés attendent le spectacle habituel. À Athènes, il était de coutume que l'accusé amène sa femme en pleurs et ses jeunes enfants, déchire ses vêtements et exhibe les cicatrices de ses blessures de guerre, implorant la pitié. Mais Socrate, qui avait magistralement feint la modestie toute sa vie, laissa soudain tomber son masque au moment où sa vie était en danger. Pour la première fois, les Athéniens virent son vrai visage, fier, voire arrogant.
Quand vint le moment de proposer sa propre punition, Socrate déclara « Savez-vous ce que je mérite vraiment ? Pour vous avoir fait penser à votre âme et non à votre argent toute ma vie, la cité devrait m'accorder des repas gratuits à vie au Prytanée. » Précisons qu'il s'agissait du plus grand honneur, réservé aux héros olympiques. C'était comme cracher au visage de tout le système judiciaire. À cet instant, sa fausse modestie disparut. Il affirma sans ambages « Je suis meilleur que vous tous ». Sa célèbre phrase « Je sais que je ne sais rien » n'était pas un aveu d'ignorance. C'était son détecteur de mensonges personnels. Il comprenait que la sagesse humaine n'était qu'une minuscule chandelle comparée au soleil de la connaissance divine. Mais Socrate avait un autre secret, celui qui terrifiait ses concitoyens plus que tout autre, son démon. Non, ce n'était pas un démon cornu, c'était une voix intérieure, un murmure divin que Socrate avait entendu toute sa vie. Cette voix ne lui disait jamais ce qu'il devait faire, mais l'avertissait toujours « Arrête !» Lorsqu'il était sur le point de commettre une erreur, Socrate était-il fou ou avait-il vraiment trouvé un accès direct à la vérité? Athènes décida qu'un tel homme était trop dangereux pour vivre. Mais même lorsque la coupe de poison fut prête, Socrate continua de ricaner. Après tout, il était le seul à savoir que la mort n'était pas la fin, mais la leçon ultime et la plus importante de sa vie. Imaginez un homme traversant une place athénienne animée et s'immobilisant soudain au beau milieu d'une phrase. Il n'est pas simplement perdu dans ses pensées. Il écoute quelque chose que personne d'autre au monde ne peut entendre. Nous avons l'habitude de considérer Socrate comme le père de la logique et du rationalisme, mais que se passerait-il si, au cœur de toute la pensée occidentale, résidait une voix mystérieuse dans sa tête? Socrate l'appelait son démonium. Ce n'était ni un démon, ni un esprit maléfique au sens moderne du terme. C'était un murmure divin qui l'accompagnait depuis son enfance. Mais voici l'étrange, cette voix ne donnait jamais de conseils directs. Elle ne disait pas « fais ceci ou tu deviendras grand ». Elle fonctionnait uniquement comme un dispositif de sécurité. « Arrête », murmurait-elle lorsque Socrate était sur le point de commettre une erreur. Et ce signal d'alarme intérieur a littéralement changé le cours de l'histoire. Par exemple, c'est ce même murmure qui a interdit à Socrate de se lancer en politique. Pouvez-vous imaginer? L'un des hommes les plus brillants de l'histoire s'est délibérément tenu à l'écart du pouvoir parce qu'une voix lui disait « N'y va pas, cela te détruira ». Mais la partie la plus troublante et fascinante commence lorsqu'on compare les témoignages. Et c'est là que réside le véritable mystère, car les deux principaux disciples de Socrate, Platon et Xénophon, en donnent des versions totalement différentes. Pour Platon, cette voix était mystique et sacrée. Lors de son procès, alors que Socrate risquait la peine de mort, son démonium resta silencieux. Et Socrate, au lieu d'implorer la clémence, se moqua des juges. Il raisonna, puisque mon intuition ne me dit pas de fuir, la mort n'est pas un mal. C'est simplement la leçon finale et la plus importante. Mais Xénophon, soldat pragmatique, tenta de simplifier les choses. Il écrivit que la voix de Socrate s'apparentait à la divination par l'observation du vol des oiseaux. Rien d'extraordinaire, juste une forme d'intuition. Mais Xénophon omettait manifestement un élément important. Certaines sources révèlent des détails encore plus sinistres. Elles affirment que le démonium de Socrate pouvait prédire le destin d'autrui. Le dialogue Théage décrit des incidents qui vous donneront des frissons. Un jeune homme voulait participer à une course. Socrate entendit une voix lui dire « N'y va pas ». Il désobéit et subit un échec cuisant. Un autre ami de Socrate, Timarque, décida de quitter un banquet pour commettre un meurtre en secret. Socrate l'arrêta à 2 reprises, pressentant un mauvais présage. La 3e fois, Timarque s'enfuit en cachette et finit par être mis à mort. Ce n'est plus de la philosophie, c'est un thriller se déroulant dans l'Antiquité. Même la grande catastrophe d'Athènes, la destruction de toute la flotte lors de l'expédition de Sicile, fut prédite par cette voix.
Socrate supplia ses amis de ne pas prendre la mer, pressentant le désastre. Il fut ridiculisé. Nous connaissons la suite, des milliers de morts et le début du déclin de l'empire athénien. Qui était vraiment Socrate? Un génie intuitif qui comprenait la réalité mieux que quiconque, ou un homme qui avait véritablement trouvé un moyen d'accéder à une forme de transcendance? Aristote s'interrogea sur ce point. Cicéron rassembla des exemples de ses prophéties, et Athènes elle-même finit par décider qu'un tel homme était trop dangereux. Après tout, si un citoyen a pour conseiller personnel une divinité, les lois de l'État n'étaient pour lui que des mots vides. Socrate but la coupe empoisonnée, le sourire aux lèvres. Il le savait, son intuition avait vu juste, cette fois encore. La mort n'était que l'accord final de la symphonie dirigée par son compagnon invisible. Et nous restons perplexes. Ce murmure était-il la vérité suprême ou le premier exemple dans l'histoire où la folie engendra la plus grande sagesse de l'humanité? Imaginez-vous flânant dans Athènes avec l'homme le plus sage de l'histoire, lorsqu'il s'interrompt soudain, figé au beau milieu d'une phrase. « Ma voix intérieure me dit de prendre cette ruelle », murmure-t-il. Les amis rient et reprennent leur chemin, mais une minute plus tard, ils tombent littéralement nez à nez avec un troupeau de cochons sales. La suite est prévisible. Ils sont couverts de boue et Socrate avait une fois de plus raison. Les historiens sont persuadés qu'il ne s'agit que d'une anecdote amusante, car il est peu probable que la voix divine perde son temps pour des futilités telles que la rencontre avec un troupeau de porcs grognants. Mais derrière cette plaisanterie se cache quelque chose à la fois de terrifiant et de sublime. Vous voyez, les Grecs de l'Antiquité vivaient dans une société où régnait la honte. Pour eux, il n'y avait pas de conscience morale. L'essentiel était de préserver les apparences devant leurs voisins. Souvenez-vous du héros Ajax. Il se jeta sur son épée, non pas rongé par la culpabilité d'avoir tenté un meurtre, mais parce qu'il s'était déshonoré en prenant ses ennemis pour des moutons. Ce n'est pas le péché qui le tua, mais les rires de la foule. Et puis Socrate apparaît déclarant « Il y a une voix en moi, et elle est plus importante que tous vos jugements, vos lois et vos opinions. » En substance, Socrate a inventé un concept que les Grecs n'avaient même pas de mot, la conscience. Il fut le premier à oser placer sa vérité personnelle au-dessus de la volonté de la communauté. Les Athéniens ne purent accepter cette contestation. Ils considérèrent qu'un homme avec un dieu personnel représentait une menace pour l'État. On l'oublie souvent, mais Socrate fut exécuté précisément pour cela, pour avoir osé avoir sa propre conception de la vérité. Mais qui était-il vraiment? Ses amis le comparaient à un satyre, mais je le comparerais plutôt au Sphinx. Vous souvenez-vous de l'énigme du Sphinx sur l'homme? Socrate fit de l'homme le thème central de sa vie. Il interrogeait sans cesse les passants « Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que le courage ?» Mais voici le paradoxe. Il déconstruisait avec brio les définitions d'autrui, mais ne proposait presque jamais les siennes. Il laissait la fin ouverte, obligeant son interlocuteur à chercher la réponse. C'était un sphinx qui ne voulait pas que son énigme soit résolue trop vite. Aristote le qualifiera plus tard de père de la logique. C'est Socrate qui nous a appris à raisonner et à rechercher l'essence des choses. Il a détourné le regard de l'humanité des étoiles et des planètes pour le porter sur le mouvement de notre propre âme. Pourtant, même 2000 ans plus tard, nous n'avons toujours pas compris qui il était. Pour les professeurs allemands du XIXe siècle, il était un rationaliste austère qui pensait que le mal n'était commis que par stupidité. Pour les philosophes russes, il était un géant spirituel en qui raison et foi mystique ne faisaient qu'un. Socrate est un miroir. Chaque siècle y voit ce qu'il veut voir en lui-même. Alors, qui était ce vieil homme aux pieds nus? Un fou en proie à des hallucinations ou le premier homme véritablement libre qui nous a appris à écouter les murmures de notre cœur? La réponse demeure, enfouie quelque part, au fond de la coupe de poison qu'il a vidée d'un sourire. Il nous a laissé le mystère principal. Et ce mystère,
c'est nous-mêmes. Nous nous sommes donc mis d'accord sur une énigme. Socrate est un miroir où chaque époque voit ses propres peurs et ses propres espoirs. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce vieil homme aux pieds nus était bien plus dangereux qu'il n'y paraît dans les manuels scolaires? Pour les penseurs russes, il était un géant spirituel, mais d'autres voyaient en lui quelque chose de terrifiant. Imaginez quelqu'un prononçant le mot « âme » comme une incantation. Le chercheur Werner Jaeger pensait que c'était Socrate qui avait appris au monde occidental à écouter les murmures de son propre cœur. Pour lui, prendre soin de son âme n'était pas seulement une question de morale, mais une véritable forme de vénération. Mais ne vous empressez pas d'imaginer un saint soumis. Le grand philosophe Alexeï Losev décrit Socrate tout autrement, comme un personnage énigmatique, sarcastique, voire effrayant. C'était un véritable provocateur intellectuel. Imaginez un vieillard hideux à l'allure de satyre, cette créature mythique, hybride entre Dieu et bouc, arpentant le marché, retournant littéralement l'âme des passants. Sa bonté était caustique, et il se vengeait par son ironie, révélant le pire enfoui en chacun de nous. Son sourire exaspérait, et sa logique paralysait les orateurs les plus effrontés. Un tel homme ne pouvait être ni vaincu par la discussion, ni oublié. Il n'avait d'autre choix que de le tuer. Et c'est ce qu'il fit. Mais au fond, de quoi s'agit-il? Le paradoxe central de Socrate paraît presque naïf. La vertu est connaissance. Il croyait que si une personne comprend véritablement ce qu'est le bien, elle sera physiquement incapable de commettre le mal. Étrange, n'est-ce pas? Après tout, nous connaissons des milliers d'exemples de mal commis en toute conscience. Mais c'est là que le bât blesse. Pour Socrate, la vraie connaissance ne provient pas d'informations trouvées sur Internet. C'est une révélation divine. La plupart d'entre nous, cependant, ne sommes guidés que par des opinions tâtonnant dans le noir. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante, la confrontation directe entre le philosophe et l'État. Socrate a grandi et mûri durant l'âge d'or d'Athènes, à l'aube d'une démocratie radicale. Oubliez les parlements et les présidents modernes. À Athènes, le pouvoir appartenait au peuple réuni sur la place publique. C'était une démocratie directe. L'Assemblée populaire décidait de tout, du prix du blé à la déclaration de guerre. Chaque citoyen, aristocrate ou simple cordonnier, disposait d'une voix égale, un système parfait en apparence, mais c'est précisément ce système d'égalité qui a scellé le sort de l'homme le plus libre de l'histoire. Pourquoi? Parce que Socrate remettait en question les fondements même de leur existence confortable. Il était un génie facétieux qui savait des choses sur les gens qu'il n'osait même pas admettre. Il ne proposait pas de recettes toutes faites pour le bonheur. Il montrait comment chercher la vérité par soi-même, en brisant les stéréotypes et les traditions. Le résultat est le portrait d'un homme inclassable. Il est l'absence de système. Il est une quête éternelle. Socrate ne nous a pas laissé de carte avec une croix indiquant l'emplacement du trésor. Il nous a laissé une boussole et nous a contraints à tracer notre propre chemin. Et aujourd'hui, 2500 ans plus tard, en contemplant le fond de cette coupe empoisonnée, nous comprenons. Le plus grand mystère de Socrate ne réside pas dans ses paroles. Il réside en nous, confrontés au choix entre un mensonge commode et la terrifiante liberté de penser. Socrate nous a laissé face à un choix, un mensonge commode ou une terrifiante liberté de penser. Mais dans quel contexte ce drame s'est-il déroulé? Pour en comprendre le dénouement, il nous faut explorer les coulisses d'Athènes, un lieu où le pouvoir lui-même s'est mué en une expérience audacieuse et périlleuse. Imaginez un pays sans président, sans aucun président. Les Athéniens, terrifiés par la tyrannie, ont donc démantelé tous les postes. Envie d'être stratège? Préparez-vous à côtoyer 9 autres commandants en chef et à devoir trouver un accord. Pas de pouvoir personnel, seulement la sagesse collective. Et le mandat est strictement d'1 an. Vous avez donné l'ordre, donnez-le à quelqu'un d'autre. C'était une rotation quasi absurde pour que personne ne puisse s'attacher au poste.
Mais le plus choquant, c'est la manière dont on accédait au pouvoir. Croyez-vous qu'il y ait eu des élections, des débats, des programmes? Non. C'était un tirage au sort. Imaginez choisir aujourd'hui un ministre des Finances en tirant simplement un nom au hasard. Absurde? À Athènes, c'était la plus haute instance judiciaire qui décidait. On estimait que tout citoyen était capable de gouverner la cité. Ce même cuisinier, dont Lénine parlera plus tard, siégeait bel et bien dans la salle d'audience à Athènes, décidant des destins. Mais cette médaille avait son revers. Aucune immunité. Pas de pension honorifique après des réformes ratées, une erreur, un gaspillage des deniers publics, l'incapacité à trouver un accord avec le peuple, le procès. Même le grand Périclès tremblait chaque année en présentant son rapport à la foule enflammée. À Athènes, l'homme politique payait de sa tête, au sens propre du terme. Vous en conviendrez, le monde moderne a beaucoup à apprendre de cet exemple. Mais ne vous empressez pas de dépeindre une utopie. Cette célébration de la liberté n'était qu'un club d'élite réservé à une élite. Sur les 300 000 habitants, seuls 40 000 hommes bénéficiaient de droits. Femmes, migrants et bien sûr esclaves étaient tout simplement exclus du système. De plus, les temples resplendissants de l'Acropole furent construits grâce à l'argent qu'Athènes extorquait aux autres cités. C'était un impérialisme démocratique cynique, abject et impitoyable. C'est sur ce sol que surgit la principale menace, les démagogues, les guides du peuple. Si les aristocrates régnaient autrefois sur la politique, désormais, les propriétaires de tanneries et d'ateliers s'emparaient de la parole. Ils ne recherchaient pas la vérité, mais les applaudissements. La foule, galvanisée par leurs discours, se transformait en ochlocratie, le règne des masses enragées, qui vénèrent un héros aujourd'hui et le jettent à la poubelle demain. Socrate observa cette folie et posa une question troublante. Confieriez-vous la barre d'un navire à un homme dont le nom a été tiré au sort? Pour lui, c'était un suicide. Il constatait comment la loi était supplantée par le caprice passager de la foule. C'est là, à la croisée de la liberté absolue et de l'irresponsabilité collective, que naquit le conflit. Socrate devint un ennemi du système non par opposition au peuple, mais parce qu'il l'obligeait à réfléchir. Et dans un monde gouverné par la foule, rien n'est plus dangereux que celui qui doute de son droit à la vérité. En contemplant le fond de la coupe empoisonnée, il le savait déjà, sa mort était elle aussi le fruit d'un vote, juste en apparence, mais meurtrier dans son essence. Imaginez une cité où la loi n'est pas une vérité immuable, mais le caprice passager de la foule. C'est précisément le piège dans lequel Socrate s'est trouvé. Aristote écrira plus tard que lorsque les artisans et les journaliers prennent le dessus sur les agriculteurs prudents, naît une démocratie extrême. Mais pour le philosophe, ce n'était pas la liberté, c'était la tyrannie, où, au lieu d'un seul dictateur, des milliers d'individus ivres de pouvoir siègent sur le trône. À Athènes, à cette époque, la frontière entre loi éternelle et décret conjoncturel était floue. L'Assemblée populaire produisait des décisions à la chaîne. Imaginez, l'agora était littéralement recouverte de dalles de pierre gravées de nouveaux règlements. Mais qui les lisait? Qui pouvait les comprendre si la cité ne comptait aucun juriste? C'était le chaos juridique. Un jour, on votait pour la couronne d'or d'un homme politique, le lendemain pour une exécution sans procès, et personne ne pouvait garantir que le nouveau décret ne contredisait pas le précédent. Socrate percevait l'absurdité de la situation. Il contesta le fondement même du système, déclarant que l'opinion d'une seule personne ayant saisi l'essence des choses primait sur les clameurs d'une foule d'amateurs. Pour le peuple athénien, cela sonna comme une trahison. Comment un seul sage peut-il être plus important que nous tous? S'écriait-il avec indignation dans les rues. Plus tard, les disciples de Socrate, Platon et Aristote qualifieraient un tel système de « maladie de l'État », l'assimilant au despotisme. Mais Socrate n'était pas un conspirateur,
il incitait simplement les gens à réfléchir. Et dans un monde dominé par l'irresponsabilité collective, rien n'est plus dangereux qu'une personne dotée d'un esprit critique. Mais qui était donc ce fauteur de troubles en dehors du tribunal? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Socrate, le plus grand esprit de son temps, était paradoxalement un casanier. À une époque où les Grecs sillonnaient les mers, il ne quittait presque jamais Athènes. Ses élèves, Platon et Aristote, parcouraient le monde, de la Sicile à l'Asie mineure. Mais Socrate ne s'aventura hors de la ville qu'à de rares occasions. Son voyage le plus énigmatique fut celui sur l'île de Samos. Pourquoi? Très probablement pour rencontrer Mélissus, le dernier titan de l'ancienne école philosophique. Ce fut un duel d'esprit sur fond d'eau turquoise de la mer Égée. Tandis que Socrate cherchait la vérité, des nuages s'amoncelaient sur Athènes. La cité vivait son âge d'or. Le Parthénon flambant neuf dominait l'acropole, le trésor regorgeait de l'or des alliés et Périclès rêvait de domination mondiale. Mais cette grandeur reposait sur une poudrière. Sparte, la forteresse militaire inflexible du Péloponnèse, observait l'expansion athénienne avec une fureur grandissante. Le monde était divisé, démocratie contre oligarchie, puissance navale contre discipline de fer des armées terrestres. Tandis que le sage aux pieds nus arpentait les marchés, posant ses questions dérangeantes, les rouages politiques étaient déjà enclenchés. Périclès s'engageait dans un pari risqué, tentant d'encercler Sparte. Il ignorait encore que cette lutte pour le pouvoir se transformerait en une catastrophe qui détruirait le monde connu et conduirait Socrate à ce même calice empoisonné. Nous sommes au seuil d'une grande tempête et la liberté athénienne est sur le point d'être mise à l'épreuve par le sang et le fer. Athènes à l'apogée de sa gloire. Périclès ne se contentait pas de bâtir un empire. Il créait une force intellectuelle d'exception. En Italie du Sud, la ville de Thurii fut fondée, non pas une simple colonie, mais un projet audacieux de cité idéale. Imaginez, le grand Hippodamos en concevait les plans, Protagoras en personne rédigeait les lois, et Hérodote, le père de l'histoire, arpentait ses rues. Périclès était convaincu que cet avant-poste culturel serait la clé de la domination de l'Occident. Mais il négligea un point essentiel. Les anciennes puissances comme Corinthe n'allaient pas abandonner leur route commerciale sans combattre. Corinthe était furieuse. Athènes les isolait littéralement. Et c'est là que Sparte entra en scène. Vous connaissez l'ironie? Les plus valeureux guerriers de Grèce, les Spartiates, étaient terrifiés par la guerre. Conservateurs, ils étaient les gardiens du statu quo. Tandis qu'Athènes bouillonnait d'innovation et d'aventure, Sparte était figée dans sa discipline de fer. Les Corinthiens suppliaient presque les Spartiates de se réveiller. Les Athéniens sont un peuple qui ne connaît pas la paix et qui la donne aux autres. Ils prennent des risques là où vous hésitez. Ils conquièrent là où vous craignez la défaite. Il s'agissait d'un conflit non seulement entre armées, mais entre deux ADN, l'agression démocratique contre un ordre rigide, et la poudrière d'Hélas explosa. Les déclencheurs furent des escarmouches mineures, des sanctions contre Mégara, des soulèvements dans les colonies. Mais en coulisses, derrière les grandes manœuvres politiques, se jouait un drame personnel. Les ennemis de Périclès comprirent que l'Olympien lui-même était invincible. Ils s'en prirent donc à son entourage. Ce fut une véritable chasse aux sorcières. Son maître, Anaxagore, fut exilé pour impiété. Le brillant Phidias, bâtisseur du Parthénon, mourut en prison, victime d'accusations mensongères. Même Aspasie, l'épouse de Périclès, fut traînée en justice, et la grande dirigeante athénienne pleura devant les juges, implorant sa grâce. L'hystérie gagna la cité, et la traque des ennemis intérieurs devint un sport national. C'est alors que l'ombre de la sentence future plana pour la première fois sur Socrate. Pour sauver son pouvoir et unir le peuple, Périclès prend une décision radicale. Il choisit la guerre du Péloponnèse,
27 années de carnage qui changeront à jamais le visage du monde. La stratégie de Périclès était aussi brillante que cruelle, enfermer tous les habitants de l'Attique derrière les impénétrables longues murs, transformant Athènes en île et attaquer l'ennemi par la mer. Mais le destin se vengea. Le surpeuplement et l'insalubrité provoquèrent une épidémie de peste. Un quart de la population périt, et Périclès lui-même, ayant perdu son influence et ses fils, succomba peu après à cette même maladie. Mais qu'en est-il de notre sage aux pièces nues? Tandis que les politiciens se partageaient le pouvoir, Socrate revêtait l'armure d'Hoplite, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le philosophe qui posait des questions sur les places publiques s'est révélé être une machine à tuer redoutable. À la bataille de Potidée, il montait la garde pieds nus sur la glace, tandis que les autres soldats étaient emmitouflés dans des fourrures. Il pouvait rester figé dans ses pensées pendant des jours, immobile, tandis que le camp s'agitait autour de lui. Lors du carnage sanglant de Délion, quand les Athéniens s'enfuirent, paniqués, Socrate fut le dernier à battre en retraite, conservant un calme glacial et prêt à transpercer quiconque oserait l'approcher. Il sauva la vie de Xénophon en le tirant dessous les sabots des chevaux. Il refusa une récompense pour sa bravoure, préférant celle de son favori, Alcibiade. Socrate ne se contentait pas de parler de vertu, il la prouvait par son courage et sa volonté. Nous avons l'habitude de le voir comme un vieillard avec une coupe de poison, mais à cette époque, la Grèce antique voyait en lui un guerrier inflexible, pour qui la discipline spirituelle était plus forte que n'importe quelle épée spartiate. La tempête avait commencé, et Socrate en était l'épicentre. Oubliez le vieillard décrépit à la coupe empoisonnée. Dans une tente près de Potidée, dormait un homme dont les mains étaient aussi habituées à la poignée d'une épée qu'à la canne d'un philosophe. Imaginez les flèches sifflant, Athènes en flammes, et Socrate partageant sa demeure avec Alcibiade, la future star de la politique antique. Lorsque le jeune Alcibiade s'effondra, blessé, au milieu d'une mêlée sanglante, Socrate ne lui fit pas la leçon sur l'immortalité de l'âme. Il le couvrit simplement de son bouclier et le tira de cet enfer. Mais voici le plus stupéfiant. Au moment de remettre les prix, Socrate céda sa couronne à son favori. Pourquoi? Pour nourrir la soif de gloire du jeune homme. Ou peut-être Platon a-t-il simplement créé un beau mythe? Les historiens débattent encore de cette question, car une théorie soutient que Socrate sauvait un tout autre homme dans une autre bataille. Mais 8 ans plus tard, à Délion, il n'y avait plus aucun doute. L'armée athénienne était en déroute. Panique, chaos, la mort menaçait. Et puis, Socrate. Des témoins oculaires se souviennent. Il se retira avec un calme imperturbable, le regard posé tantôt à gauche, tantôt à droite, comme s'il flânait sur une place de marché. L'ennemi n'osa tout simplement pas attaquer un homme d'un tel sang-froid. Voilà ce que représentait Socrate pour nous tous. La discipline spirituelle était pour lui plus puissante que n'importe quelle épée spartiate. Puis vint la Sicile, l'aventure du siècle. Alcibiade promit la lune aux Athéniens et Socrate. Socrate les avertit. Sa voix intérieure lui souffla « Cela finirait en désastre ». Le résultat? 10 000 morts, une flotte anéantie et une honte dont Athènes ne se remit jamais. La cité de Pallas était en proie au chaos. La démocratie que nous considérions comme idéale s'était muée en ochlocratie, le règne de la foule enragée. Les révolutions commencèrent. Les oligarques, le Conseil des 400, prirent le pouvoir, parmi lesquels des proches du philosophe. On aurait dit que c'était enfin le moment tant espéré, celui des professionnels. Mais au lieu de l'ordre, la terreur s'empara de la cité. Athènes était divisée, un gouvernement pour la ville, un autre pour la marine. Et au cœur de cette tourmente se trouvait une fois de plus Alcibiade. D'abord, il avait trahi Athènes pour Sparte, puis s'était enfui chez les Perses, avant de revenir en sauveur. Le peuple était prêt à faire de lui un tyran, mais le peuple athénien
est aussi versatile que le vent. Une seule erreur, et l'idole d'hier était de nouveau exilée. Le dénouement de ce drame fut véritablement horrible, la bataille des Arginuses. Athènes l'emporte, mais au lieu du triomphe, c'est l'exécution publique de ses propres amiraux. La foule est enragée car la tempête a empêché l'inhumation des corps des morts. C'est le chaos légal absolu. Et dans cette mer de fureur, un seul homme s'est dressé contre tous, défendant la loi et non les passions de la foule. Socrate. Lui seul a refusé de signer l'arrêt de mort, fixant le peuple enragé droit dans les yeux. C'est à ce moment précis qu'il a signé son propre arrêt de mort, qui le conduirait à cette coupe de poison. Mais nous y reviendrons dans la prochaine partie. Imaginez des milliers de personnes enragées réclamant vengeance. Maintenant, et au cœur de cette folie se trouve Socrate. Un homme qui a passé sa vie entière à fuir la politique se retrouve soudain le rouage, capable d'arrêter la machine de mort. À Athènes, tout se décidait par tirage au sort. Aujourd'hui, vous taillez des pierres, et demain, paf, vous siégez au Conseil des 500. C'est ainsi que Socrate est choisi pour présider le jour même où la foule décide de mettre en pièces ses amiraux héroïques. C'était une aberration juridique. 10 généraux avaient remporté la bataille, mais une tempête les empêchait de rassembler les corps des morts. La foule criait « Exécutez-les tous d'un seul coup, par un vote unique !» C'était une violation flagrante de la loi, et chacun le savait. Les orateurs menacèrent Socrate d'emprisonnement. La foule, furieuse, réclamait des représailles. Et Socrate? Il les regarda simplement droit dans les yeux et dit « Non ». Il fut le seul, parmi tous les présidents, à refuser de soumettre la question au vote. Il se dressa seul contre toute la cité, défendant non pas les amiraux, mais la loi elle-même. Et bien que les héros aient été exécutés plus tard, ce jour marqua un tournant décisif. Socrate démontra qu'un homme peut être plus fort que le système, mais le véritable cauchemar restait à venir. Athènes avait perdu la guerre qui avait duré des décennies. Les murailles étaient détruites, la ville était ravagée par la famine et les 30 tyrans avaient pris le pouvoir. Et voici un rebondissement digne d'un thriller. Le chef de ses bourreaux, Critias, était un ancien élève de Socrate. On pourrait croire que le philosophe était désormais en sécurité? Que nenni. Les tyrans décidèrent de souiller de sang le maître pour qu'il n'ose plus les critiquer. Ils le convoquèrent et lui ordonnèrent « Va à Salamine et amène-nous le riche Léonte pour qu'il soit exécuté. » 4 autres citoyens accoururent, la queue battante de peur. Et Socrate. Il fit simplement demi-tour et rentra chez lui. Une impudence inouïe. À une époque où un simple regard de travers envoyait à la potence, il ignora avec défi l'ordre d'un régime sanguinaire. Socrate ne se contenta pas de garder le silence. Il railla ouvertement les tyrans. Il les compara à de mauvais bergers, étranges bergers, et celui qui, tandis que son troupeau diminue, se prend encore pour un maître. Critias était furieux. Socrate fut convoqué sur le tapis. Il lui fut interdit de parler aux jeunes gens. Mais le philosophe, jouant son rôle habituel de fou, se mit à bombarder les tyrans de questions ironiques. « Et si je dois acheter du pain à quelqu'un de moins de 30 ans, dois-je aussi me taire? Et si je veux demander où habite Critias, est-ce également interdit ?» Chariclès, l'un des tyrans, le menaça directement. « Prends garde de ne pas avoir, toi aussi, à réduire le nombre de vaches. » Le message était clair, Socrate était le prochain sur la liste des condamnés. Pourquoi ne fut-il pas exécuté sur le champ? Pourquoi Critias, qui n'épargnait personne, tarda-t-il à exécuter son maître? Était-ce un vestige de respect ou un calcul froid? Socrate survécut à la tyrannie uniquement parce qu'elle s'effondra trop rapidement. Ironie du sort, il ne fut pas anéanti par ses ennemis tyranniques, mais par les démocrates même, pour les lois desquels il avait risqué sa vie. Très vite, ceux qui l'avaient défendu lui offrirent la coupe empoisonnée. Pourquoi le peuple athénien
à peine libéré de la tyrannie, décida-t-il de tuer son citoyen le plus honorable. Ce sera le sujet de la section suivante. Pourquoi Athènes, berceau de la liberté, a-t-elle décidé d'exécuter de sang-froid son citoyen le plus honorable? Il ne s'agit pas simplement d'un procès, c'est un thriller où la vengeance politique se dissimule sous un voile de religion. Imaginez, la cité venait d'échapper aux griffes des 30 tyrans. Ces hommes avaient semé le sang dans les rues et leur chef était Critias, le disciple préféré de Socrate. Premier indice, tandis que les tyrans massacrèrent leurs indésirables, ils épargnèrent Socrate. Pire encore, il figurait sur la liste des 3000 citoyens privilégiés, alors même que le philosophe était pauvre comme Job. Pour un Athénien ordinaire, dont le frère ou le fils avait péri sous le régime, cela ressemblait à une véritable trahison. Socrate apparaissait aux yeux du peuple comme le chef idéologique de l'ennemi, l'éminence grise du dictateur. Au retour de la démocratie, le philosophe fut menacé. Un problème juridique se posait. Les autorités avaient décrété une amnistie. Il était illégal de venger des fautes politiques passées. Comment, dès lors, se débarrasser d'un homme dont l'intelligence et les liens avec les tyrans exaspéraient tout le monde? La solution fut à la fois brillante et ignoble. Socrate fut accusé non pas de politique, mais de corrompre la jeunesse et d'adorer de nouveaux dieux. Mais à Athènes, chacun savait qu'il ne s'agissait que d'un prétexte. Derrière ces accusations se cachait Anytos, riche tanneur et l'un des hommes politiques les plus influents de l'époque. Il déchaîna les armes contre le philosophe, espérant que le vieil homme, pris de panique, s'exilerait. Passons maintenant à la salle d'audience. Il ne s'agit pas du bâtiment auquel nous sommes habitués, mais de la vaste cour ouverte de l'Héliée, où 500 injurés siègent sur des bancs. Ce ne sont pas des avocats, mais des gens ordinaires, souvent âgés, aigris par la guerre et la pauvreté. Pour eux, ce procès était l'occasion de déverser toute la rage accumulée pendant des années de troubles. Les procureurs ont habilement attisé l'hystérie religieuse. Ils ont pointé du doigt Socrate et crié « Le voilà, celui qui a enseigné aux traîtres, le voilà, celui qui se moque de nos traditions. » Dans la foule des jurés, jugeant sous l'influence de l'émotion plutôt que du droit, cela a fait l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Socrate eut l'occasion de se sauver. Lysias, le meilleur logographe de son temps, rédigea pour lui une brillante défense qui aurait suscité la pitié chez n'importe qui. Mais Socrate lut le texte et déclara calmement « Beau, mais pas à mon goût ». Il monta à la tribune non pour se justifier, mais pour dénoncer, et ce fut là son erreur fatale. Lorsqu'il fut reconnu coupable et que, conformément à la loi, on lui offrit de choisir sa propre peine, Socrate déclara « Pour mes services, la cité devrait me nourrir gratuitement au Prytanée jusqu'à la fin de mes jours. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience, puis laissa place à un rugissement furieux. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était un défi lancé au système tout entier. Les jurés, qui avaient hésité quelques instants auparavant, réclamaient maintenant la mort. Socrate avait pris cette décision délibérément. Il savait que s'il reculait maintenant, sa vérité mourrait avec lui. Il avait choisi la coupe empoisonnée pour devenir un symbole éternel de la lutte pour la liberté de penser. Mais pourquoi un peuple qui venait de se libérer si facilement du joug de la tyrannie s'est-il transformé en bourreau collectif? La réponse à cette question se cache dans les détails de ce jour funeste, où la voix d'un seul sage parvint à s'élever au-dessus des cris de 500 juges enragés. Imaginez une pièce où 500 personnes décident de votre vie ou de votre mort. Pas de juge professionnel, pas d'avocat et, plus terrifiant encore, aucune preuve matérielle. Juste des mots contre des mots. Et tandis que vous parlez, l'eau s'écoule goutte à goutte derrière vous. C'est une clepsydre, une horloge à eau. Lorsque la dernière goutte d'eau s'écoule du récipient, votre temps est écoulé, littéralement. Un procès athénien de cette époque n'était pas une quête de vérité,
mais un spectacle psychologique grandiose. Le procureur pouvait mentir effrontément, proférer des injures et faire appel aux instincts les plus vils, tandis que le jury huait, interrompait et réclamait vengeance. Il n'y avait pas d'enquête préliminaire. Si vous étiez traité d'ennemi du peuple, vous deviez prouver votre innocence sur le champ. Il n'y avait pas de preuves, seulement votre charisme face à la fureur de la foule. Mais qui étaient ces gens qui décidèrent de faire disparaître le sage? Derrière l'accusation officielle se cachait une trinité dont les motivations étaient bien éloignées de toute morale. Le principal instigateur était Anytus, un politicien typique, un homme qui s'était enrichi par lui-même. Savez-vous comment il a échappé à la punition pour une bataille perdue et la perte d'un port important? Il a tout simplement corrompu l'ensemble du jury, du jamais vu dans l'histoire athénienne. Pour lui, Socrate n'était pas seulement un philosophe, mais un dangereux ennemi intérieur qui incitait la jeunesse à se méfier des gens comme Anytus. À ses côtés se tenait Mélétos, un jeune poète ambitieux et, franchement, sans talent. Socrate le décrivait ironiquement comme un jeune homme aux cheveux longs et au nez retroussé. Mélétos était très probablement un flagorneur ordinaire, un informateur professionnel, prêt à détruire quiconque pour de l'argent ou la gloire. Le troisième était Lycon, un rhéteur de métier. C'est lui, à l'instar de l'éminence grise, qui a peaufiné les accusations, les transformant en une arme redoutable. Comment un peuple qui venait de se libérer du joug de la tyrannie s'est-il si facilement mué en bourreau collectif? La réponse est terrifiante. À la cour athénienne, ce n'était pas la lettre de la loi qui prévalait, mais la conscience civique, qui n'était en réalité qu'un amas de préjugés. Si vous êtes populaire et que vous flattez la foule, tout vous sera pardonné. Mais si vous passez des années à poser des questions embarrassantes et à ridiculiser les gens, la foule ne vous pardonnera pas. Le vote fut secret et d'une rapidité effrayante. Les jurés s'approchèrent de l'urne, les mains dissimulées sous un entonnoir spécial, afin que personne ne puisse voir où ils déposaient leurs cailloux pour la vie ou la mort. Il n'y eut ni délibération ni appel. Même la toute-puissante assemblée du peuple ne put annuler ce verdict. Ce jour fatidique, Socrate aurait pu se sauver. Les accusés amenaient généralement des enfants en pleurs au tribunal, implorant la clémence. Mais le philosophe refusa de se prêter à ce jeu. Lorsque le jury le déclara coupable, il fut contraint de proposer une peine alternative à la mort. Au lieu de demander l'exil, Socrate déclara que pour ses services, il méritait de vivre à vie aux frais de l'État. Ce fut le coup de grâce du grand maître. Il ne se défendait pas simplement. Il dénonçait la corruption d'un système qui se croyait juste. La voix d'un seul sage résonna plus fort que les cris de 500 juges, mais c'est précisément cette franchise qui lui valut la mort. Le procès, qui avait commencé comme une simple formalité juridique, s'acheva par la naissance d'un symbole éternel de la lutte pour la liberté de penser. Mais quel en fut le prix? Pour le comprendre, il nous faut examiner le cadeau empoisonné qu'il était. Imaginez, 500 juges furieux, du bruit, des cris, et au milieu de ce chaos, un vieil homme qui, au lieu d'implorer leur clémence, commence à les discipliner. Le ton de Socrate se fait de plus en plus dur. Il ne cherche pas d'excuses, il proclame son exceptionnalisme. Connaissez-vous sa célèbre phrase « Je sais que je ne sais rien ». Eh bien, il la lance au juge comme un défi. Il dit « L'oracle de Delphes m'a déclaré le plus sage, parce que, contrairement à vous, je reconnais mon ignorance. » Un murmure s'élève dans la salle d'audience. Les juges sont furieux, mais Socrate se contente de les réprimander. « Athéniens, taisez-vous, même si vous me trouvez arrogant. » Ce n'était pas un simple procès, c'était une leçon magistrale de provocation d'État. Il prend son accusateur, Mélétos, en défaut de raisonnement puéril, le faisant passer pour un imbécile. Mais la foule n'apprécie guère. L'incompréhensible est toujours effrayant, et une foule effrayée est la créature la plus dangereuse au monde. Socrate se rend compte qu'il est dos au mur,
Mais au lieu de reculer, il accélère. Il se compare à un taon, cet insecte agaçant que Dieu a envoyé à Athènes. La cité, dit-il, est un grand cheval de race, certes, mais gras et paresseux. Et lui, Socrate, le pique sans cesse pour l'empêcher d'hiberner complètement. Imaginez la réaction du jury. On vient de leur dire qu'ils sont de gros ânes. Le résultat était prévisible et pourtant stupéfiant. Lors du premier vote, Socrate fut déclaré coupable à 31 voix près. Imaginez un peu, le sort du plus grand penseur était en jeu. Si 30 personnes avaient changé d'avis, l'histoire aurait été tout autre. Mais alors, ce fut un véritable cirque. La loi exige que, après avoir plaidé coupable, l'accusé propose sa propre peine. Les procureurs ont requis la peine de mort. Que ferait une personne raisonnable? Proposer l'exil ou une lourde amende? Que fait Socrate? Imperturbable, il déclare « Pour avoir passé ma vie à vous guider sur le droit chemin, je mérite des repas gratuits à vie au palais de justice. » Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Ce n'était pas seulement un défi, c'était un affront au système. Lorsqu'il proposa finalement, à contre-cœur, une amende dérisoire, il était trop tard. Les juges étaient furieux. Et voici le paradoxe, lors du second vote, bien plus de personnes se prononcèrent en faveur de la peine de mort que lors du premier. Socrate les força littéralement à se suicider. Il ne voulait pas seulement vivre, il voulait mourir selon ses propres conditions. Mais l'exécution n'eut pas lieu immédiatement. La providence, ou comme disaient les Grecs, la volonté des dieux, intervint. En raison du navire sacré qui avait navigué jusqu'à Délos, Athènes observa un moratoire d'1 mois sur les exécutions. La cité devait rester pure. Socrate passa ce mois enchaîné, mais l'esprit parfaitement lucide. Savez-vous ce qu'il fit en attendant la mort? Il se mit à écrire de la poésie. Un homme qui avait cru toute sa vie en la seule logique décida soudain qu'avant de mourir, il devait se purifier par l'art. Un jour, son vieil ami Criton s'introduit clandestinement dans la prison. C'est tôt le matin, la lumière est tamisée, les gardes ont été soudoyés. Le plan d'évasion est prêt, l'argent est réuni, et un refuge en Thessalie les attend. Les autorités athéniennes elles-mêmes seraient ravies de voir Socrate disparaître. Elles n'ont que faire d'un martyr mort. Mais Socrate refuse. Pourquoi? Parce que fuir reviendrait à admettre que ses idées sont vaines. J'ai passé toute ma vie à enseigner l'obéissance aux lois. Comment pourrais-je les enfreindre maintenant? Demande-t-il à son ami en larmes. Il choisit la mort pour que sa voix ne soit jamais réduite au silence. Le navire se profilait déjà à l'horizon, le soleil se levait lentement sur Athènes et une coupe de ciguë était déjà apportée en prison. Mais avant de prendre sa dernière gorgée, Socrate dut prononcer des paroles qui allaient changer la philosophie à jamais. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'ils disent à l'instant de l'immortalité? Imaginez la scène. Votre meilleur ami se tient devant vous, un sac d'or à la main et un plan d'évasion tout trouvé. Les gardes sont soudoyés, le navire l'attend au port. Il n'a qu'à franchir le seuil. Mais Socrate refuse. Pourquoi? Parce que pour lui, la fuite n'est pas synonyme de salut, mais d'une lente agonie. À Athènes, il est citoyen. En Thessalie, il ne sera plus qu'un inconnu, un paria dépossédé de ses droits, un migrant qui n'aura plus le droit de chercher la vérité. Et ses enfants, les emmener avec lui, ce serait les marginaliser. Les laisser là, ce serait les abandonner à leur sort. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'un vieillard décrépit, las de la vie. Un mythe prétend qu'autrefois, on vivait rarement au-delà de 30 ans. C'est un mensonge statistique. Si un Grec survivait aux maladies infantiles, il vivait longtemps. À 70 ans, Socrate débordait de vigueur et avait de jeunes enfants. Il ne fuyait pas la maladie, mais ses principes. C'était un rigoriste, un homme pour qui la loi n'était pas qu'un texte écrit sur du papyrus, mais une divinité vivante. S'il avait commencé à choisir quelles lois observer et lesquelles transgresser, toute sa philosophie se serait effondrée. Le soleil se couchait lentement, la cellule de la prison se remplissait d'amis, Simmias, Cébès, Criton. Mais où était Platon lui-même?
Dans ses notes, il avait laissé une phrase étrange, presque mystique. Platon, je crois, était malade. Pourquoi n'est-il pas venu? Était-il vraiment mourant ou simplement incapable de supporter la vue de l'exécution de son maître? Ou peut-être était-il là, mais caché derrière un masque? Certains érudits pensent que Platon s'est dissimulé dans le texte sous le nom d'Apollodore, le don d'Apollon. Après tout, c'est à ce dieu que Platon était associé dans les légendes, au point d'être presque considéré comme le fils de Phébus lui-même. L'atmosphère dans la cellule était étrange, un mélange bizarre de rires et de sanglots. Puis la porte grinça, le geôlier entra. Mais voilà un rebondissement qu'aucun scénariste n'aurait pu imaginer. L'homme qui avait apporté le poison se mit à pleurer. Il déclara à Socrate qu'il était l'homme le plus noble qui ait jamais franchi ces murs. Imaginez un peu un bourreau pleurant sa victime. Socrate, pourtant, est d'un calme effrayant. Il plaisante même. Il demande s'il peut verser un peu de poison aux dieux en guise d'offrande. « Nous en préparons une portion exacte », répond le serviteur. Socrate prie alors simplement pour un passage sûr dans l'autre monde et boit la coupe jusqu'au bout, sans la moindre hésitation. À cet instant, le barrage céda. Les amis éclatèrent en sanglots. Le cri d'Apollodore était si fort que, selon les témoins, il déchirait l'âme. Puis le philosophe mourant prononça ces dernières paroles. Il les consola comme des enfants. « J'ai laissé les femmes mourir en paix, et vous, qu'avez-vous fait ?» Même au bord du précipice, il demeurait le maître, et eux, les élèves, ayant échoué à l'ultime épreuve de courage. Il était allongé sur le dos. Le poison de la ciguë avait commencé à faire effet. Le froid se propagea lentement de ses pieds à ses tibias, puis à son estomac. Quand l'engourdissement atteignit presque son cœur, Socrate leva le visage une dernière fois et prononça les mots qui ont tourmenté les philosophes pendant 2000 ans. « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Rends-le-nous, n'oublie pas. » En Grèce, un coq était sacrifié au dieu de la guérison lorsqu'une personne se remettait d'une grave maladie. Pour Socrate, la vie était une maladie et la mort le remède ultime. Son regard était fixe. Criton ferma les yeux. Ainsi s'éteignit celui que ses contemporains considéraient comme l'homme le plus raisonnable et le plus juste du monde, un homme qui choisit de mourir debout pour que sa voix résonne à jamais. Êtes-vous maintenant prêt à comprendre pourquoi cette mort marqua le début d'une ère nouvelle pour toute l'humanité? Imaginez un instant, et si le païen Socrate avait affronté sa mort avec plus de courage que le fondateur du christianisme lui-même? Cela paraît presque blasphématoire, n'est-ce pas? Mais comparons les faits. Les évangélistes décrivent le désespoir du Christ mourant. « Mon âme est profondément triste, jusqu'à la mort. » Ces dernières paroles sur la croix sont empreintes de douleur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Or, pas un seul gémissement ne s'échappa des lèvres de Socrate, jusqu'à son dernier souffle. Seulement une supplique calme, presque ironique, pour remercier le Dieu de la guérison. Mais un détail important, souvent négligé, se cache ici. Le Christ a subi des souffrances physiques avant son exécution. Coups, couronne d'épines, humiliation. Sa mort sur la croix fut une longue et terrible agonie. Socrate, selon les critères athéniens de l'époque, fut incroyablement chanceux. Et il mourut sans torture. À cette époque, les Grecs considéraient la mort comme un châtiment suffisamment sévère pour justifier les tourments. C'est ainsi que la fameuse coupe de ciguë fit son apparition dans l'histoire. Cette même coupe sur laquelle Jésus prierait plus tard, l'utilisant comme symbole de son destin. Quelle ironie! Pour Socrate, ce poison était un acte d'humanité suprême, mais pour le Christ, il n'était qu'un pâle symbole du cauchemar qui l'attendait. Pourquoi la mort de Socrate a-t-elle tant bouleversé le monde? Nous, élevés au récit de héros et de martyrs, peinons à comprendre un tel émoi. Il a bu du poison, et alors? Il n'a même pas bronché. Mais pour les Grecs anciens, la vie était une valeur absolue, et la mort, un enfer gris et sans joie. Souvenez-vous des paroles du grand Achille dans l'Odyssée. «
mieux vaut être le dernier paysan parmi les vivants que roi dans le royaume des morts. Pour les Grecs, sombrer dans l'oubli était une tragédie sans espoir. Et puis, un homme apparut qui regarda la mort en face avec un sourire, y voyant une guérison. Ce fut une véritable révolution culturelle, comparable à la naissance d'une nouvelle religion. Socrate fut le premier en Europe à transformer sa propre exécution en un triomphe philosophique. Mais voici le plus curieux. Ces apôtres ne créèrent pas une église unifiée. Au contraire, ils engendrèrent un véritable chaos intellectuel. À peine le corps du maître refroidi, ses disciples se querellèrent. Chacun s'appropria un fragment de l'âme de Socrate et le proclama unique vérité. Platon se réfugia dans la métaphysique la plus complexe. Antisthène se mit à prêcher la pauvreté, devenant ainsi le premier cynique, et Aristippe alla jusqu'à déclarer que Socrate nous avait appris à savourer l'instant présent. Ce fut comme une explosion de supernova. Les fragments d'une seule personnalité se dispersèrent à travers le monde, devenant le fondement de toute la pensée occidentale. Tous, des stoïciens austères aux premiers chrétiens, tentèrent de s'approprier Socrate. Le philosophe romain Sénèque, se tranchant les veines sur ordre de Néron, copia littéralement son idole. Les martyrs chrétiens, marchant dans l'arène pour affronter les lions, portaient en eux la même étincelle de détermination inflexible que ce vieil homme aux pieds nus avait jadis allumé. Finalement, Socrate accomplit un parcours extraordinaire. D'un criminel athénien, il devint un chrétien avant Jésus-Christ. Même Dante, dans sa Divine Comédie, n'osa pas le condamner à l'enfer, lui attribuant au contraire une place d'honneur parmi les plus grands esprits de l'humanité. Et des siècles plus tard, Raphaël le représenta dans le lieu le plus sacré du catholicisme, le palais papal du Vatican. Socrate est mort depuis 2500 ans, mais sa voix résonne encore. Il demeure le grain de sable qui nous tient éveillés. Oserez-vous admettre qu'un seul homme, une coupe de poison à la main, a pu changer le cours de l'histoire plus que des armées entières? Après tout, Socrate a finalement triomphé de ses juges. Il est mort debout, afin que nous puissions continuer à nous interroger. Mais Socrate a conquis bien plus que le Vatican, il est même parvenu à pénétrer au cœur même de Moscou. Imaginez entrer dans la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin, et parmi les visages des saints, vous retrouvez soudain face à des païens grecs. Platon, Aristote et Socrate lui-même ont contemplé les fidèles du haut des murs de l'Église pendant des siècles. Comment ces sages infidèles ont-ils pu se frayer un chemin jusqu'au sein des saints de l'orthodoxie? C'est un véritable mystère historique. Tandis que l'Europe vénérait ouvertement l'Antiquité, la Russie était un bastion de la tradition. Peut-être les architectes italiens qui ont bâti le Kremlin y ont-ils secrètement introduit ce même esprit de rébellion propre à la Renaissance. Longtemps, Socrate demeura un héros intouchable jusqu'à l'apparition d'un homme armé d'un marteau. Friedrich Nietzsche déclara la guerre aux philosophes. Il le traita de clown, de monstre et de symptôme de décadence, qui avait empoisonné la civilisation par sa logique. Mais le plus étrange se produisit ensuite. Les idéologues soviétiques se joignirent à cette haine, qualifiant Socrate de réactionnaire et d'ennemi du prolétariat. Imaginez un peu, un nihiliste enragé et des marxistes intransigeants se sont retournés contre le même homme. Pourquoi? Parce que Socrate est un miroir dangereux. Il enseigne le doute, et le doute est un poison mortel pour tout système. Mais des milliers d'années plus tard, le sage aux pieds nus sourit encore à ses détracteurs. Après tout, on peut interdire des livres, mais on ne peut empêcher celui qui a appris au monde à se poser la question la plus fondamentale. Et si je me trompais?